Je salue les quelques 400, un peu plus de 400 participants à cette nouvelle réunion du Cercle des managers de l'immobilier. Alors, un clin d'œil, vous vous attendiez peut-être pour ce rendez-vous mensuel au lendemain du résultat des élections présidentielles à une thématique extrêmement politique, comme l'était notre dernière réunion pour éclairer les votes. C'était avant le premier tour. Eh bien non, on va laisser poser un petit peu tout ça. Bien sûr, on aura des réunions politiques au sens pour inspirer les politiques publiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de vive actualité, d'un sujet grave, qui est la discrimination raciale en première approche, et sans doute sera-t-on conduit à élargir le sujet dans les agences immobilières et dans les cabinets d'administration de biens. Actualité qui est créée par une récente enquête, ce n'est pas la première du genre, menée par SOS Racisme, qui révèle des résultats qu'on peut qualifier de mauvais, je crois, sans que ce soit discutable. On n'est pas ici pour stigmatiser ni les professionnels, ni les propriétaires, ni surtout ceux qui se livrent à ces constats pour faire avancer la réalité. On est justement là pour trouver des remèdes. On y est tous collectivement attachés. En tout cas, les organisateurs du cercle ont vraiment tenu à ce que ce sujet ne soit pas différé, pour n'être pas trop loin des derniers résultats du testing des SOS Racisme. Voilà. Donc, je remercie les participants qui, dans une période de vacances, je le dis, on pouvait craindre d'avoir une faible fréquentation. Ce n'est pas le cas, c'est sans doute que la filière immobilière, de manière concertée, considère comme les organisateurs ce sujet comme absolument déterminant. Je voudrais tout d'abord dire que nous avons des participants de haut rang qui ont tous des responsabilités, une implication extrêmement forte dans ce secteur. Je les en remercie. Le sujet est très sensible et donc c'est une marque de gratitude particulière parce que ils ont très spontanément répondu de manière favorable à notre invitation et ils ont tenu à s'exprimer sur ces sujets et sans doute d'une manière extrêmement réaliste, sans angélisme et sans faux fuyant. Je voudrais aussi excuser la défenseure des droits. Nous avions souhaité que Claire Hédon soit parmi nous, parce que c'est une partie de la mission du défenseur ou de la défenseure des droits que d'instruire ces questions-là. Elle n'a pu être avec nous, je voudrais aussi attester de sa bonne foi, ce sont des questions d'emploi du temps. Elle nous a même demandé si une autre date était possible, nous n'avons pas pu, et notamment parce que les autres personnalités avaient répondu présentes, nous n'avons pas pu différer, mais je tiens à mentionner qu'elle a marqué un intérêt tout particulier à notre débat. Voilà, je passe la parole à mon co-organisateur, vice-président du Cercle des managers de l'immobilier, François-Emmanuel Borel, qui est non seulement ici à mes côtés, mais avec un intérêt très particulier pour ce sujet qu'il traite à longueur de temps. Je lui laisse la parole et je vous présenterai ensuite les débatteurs avant d'ouvrir le sujet. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. En effet, nous avons la chance ce soir d'avoir tout le spectre professionnel qui puisse être représenté, toujours dans notre institution œcuménique, qui va au-delà des réseaux et pour viser l'intégralité des professionnels de l'immobilier. En cette qualité, nous sommes les garants d'une liberté d'accès à un service, un droit garanti constitutionnellement, qui est celui du logement. Nous nous devons d'agir en professionnels, indifféremment de nos opinions, nos préjugés, et veiller bien sûr à échapper à tout stéréotype. Nous nous le devons à titre personnel, car à un moment ou à un autre, on peut faire l'objet soi-même de discrimination, mais aussi vis-à-vis de son employeur qui nous fait confiance, vis-à-vis de son réseau, et même nous nous le devons au métier. Et quand je dis cela, ce n'est pas anodin parce que quand la profession revendique un statut de tiers de confiance, la contrepartie nécessaire, c'est en effet d'être irréprochable quand il s'agit de respecter les droits. Face aux droits, nous sommes tous égaux et il n'y a pas de discussion à porter sur ce sujet-là. Alors, ce soir, en effet, au-delà des incantations, ce que l'on attend, c'est quelle est la politique qui s'inscrit au réseau, aux syndicats professionnels, aux adhérents. Quand on doit faire face à une étude telle que celle des SOS Racisme, bien évidemment, on est saisi par un certain effroi parce qu'on n'imagine pas ça aussi flagrant. On imagine quelque chose un peu plus
avec toutes les précautions que l'on a pu prendre au sein de nos syndicats professionnels, n'imaginez pas devoir faire face à un tel constat. Donc, quelles sont les actions d'un point de vue parfaitement concret qui sont entreprises, sachant que si ce soir nous avons la chance d'avoir SOS Racisme qui soit représenté, on vise bien évidemment plus largement tout le spectre des discriminations qui peuvent exister, que ce soit par le sexe, l'âge, le handicap ou ses opinions politiques. Bref, ce soir, j'attends encore une fois des actions, des témoignages, mais aussi ce qui va nous être indiqué d'actions qui seront entreprises au travers des réseaux, au travers des syndicats professionnels. Et j'en remercie ces plus éminents représentants ce soir. Merci François-Emmanuel. C'est une présentation rapide que je vais faire de chacun d'entre eux. Je vous renvoie au site du Cercle des managers de l'immobilier. Vous y trouverez une notice biographique complète de chacun des débatteurs. Je me contenterai donc de citer la fonction actuelle, en particulier de nos invités. Je commence par saluer, ils vont apparaître par ordre de désignation à l'écran, Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Bonsoir Danielle. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Ton homologue, président de la Fédération nationale de l'immobilier, l'autre grand syndicat d'administrateurs de biens d'agents immobiliers, Jean-Marc Torolion. Bonsoir Henri et bonsoir à tout le monde. Merci président. À ta suite, Nathalie Moreau. Elle est la directrice des ressources humaines et de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, d'Emeria. Alors si je vous dis Emeria, je suis à peu près sûr pour l'instant, sans faire offense à tous ceux qui pilotent ce groupe, dont Nathalie, je suis à peu près sûr que vous ne saurez pas encore ce que c'est. La marque est récente, il s'agit du groupe Foncia. Voilà. Bonjour Nathalie. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre accueil. Merci d'être avec nous. Je rappelle que Foncia est le premier loueur de France. On va parler de location, pas seulement, mais c'est le leader de la location privée en France. Je cite ensuite Fabienne Pélissou. Alors Fabienne, on a voulu qu'elle soit avec nous. Elle est une formatrice très engagée dans la lutte, la prévention contre la discrimination au sein des agences et des cabinets. Elle est elle-même professionnelle de l'administration de biens et de longue date. Elle a même eu des responsabilités syndicales, en l'occurrence à la FNAIM. Elle a contribué à la rédaction du code d'éthique et de déontologie. Mais aujourd'hui, c'est par dizaines, par centaines qu'elle forme, en particulier sur ce sujet-là, les professionnels. Elle a une vision extrêmement concrète des freins et des réalités. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Merci pour votre accueil. Merci. Et alors, je termine par lui parce que c'est à lui que je demandais de s'exprimer en premier, très logiquement. On a la chance d'avoir le secrétaire général de SOS Racisme, Herman Ebongué. Vous connaissez peut-être son visage ou sa voix parce qu'il est médiatisé et il est l'une des voix, sinon la seule, mais l'une des voix de SOS Racisme. Il a évidemment contribué à la réalisation de ce testing qui aujourd'hui, dans les conclusions, nous réunissent. Et je vais vous demander, Herman, après vous avoir salué, de bien vouloir présenter sommairement l'étude de SOS Racisme que certains connaissent partiellement, dont ils ont eu simplement des relations par la presse. Vous allez sans doute être plus complet. Et je vais vous demander, bien sûr, ensuite, quel est votre sentiment sur l'évolution de la situation, parce que ça n'était pas la première enquête, je l'ai dit, vous allez nous préciser le cheminement que vous avez fait depuis quelques années. Et puis ensuite, on touillera dans la marmite sur les remèdes aussi, quelle relation avec l'univers professionnel qui est représenté ici à son plus haut niveau, avec les pouvoirs publics, avec les professionnels concernés eux-mêmes. Bonsoir, Arman. Peut-être que vous allumiez un micro. Vous m'entendez ? Voilà, ça y est, et on vous voit. Okay. Tout va bien. Oui, bonsoir et merci de m'accueillir. Merci surtout de l'invitation et de nous donner l'occasion de parler au-delà du testing, mais de toute la question sur les discriminations raciales, notamment dans le domaine du logement. Alors, peut-être pour vous faire un point, avant même de faire le point sur le testing qui a concerné cette étude,
rappeler un peu la logique dans laquelle SOS Racisme s'est inscrit quand on a mis en place les opérations de testing. Ces opérations de testing ont été mises en place il y a à peu près une vingtaine d'années. C'était dans les années 2000. Pour peut-être bien comprendre un peu la genèse et les évolutions, parce que ça permettra de comprendre les évolutions, les différentes évolutions, et d'en mesurer un peu l'impact naturellement. Donc, dans les années 2000, c'était pour répondre à une difficulté majeure qui était celle de prouver une pratique discriminatoire. C'est-à-dire que la législation, comme vous le savez tous, au niveau des tribunaux, etc., exige quand même qu'il y ait des preuves de culpabilité, même souvent très solides, viables, fiables, pour faire interpeller ou condamner, ou alors, dans tous les cas, amener une plainte devant les juridictions, etc., etc. Donc, c'était le premier point face aux difficultés de preuve de discrimination de manière générale. Il nous fallait trouver quelque chose qui pouvait nous amener à apporter les preuves de discrimination, non pas uniquement pour aller devant les tribunaux, mais c'était aussi pour pouvoir interpeller l'opinion publique, la classe politique, etc., pour montrer la réalité de l'existence des pratiques discriminatoires. Et ça, c'était valable dans tous les domaines, si bien pour les banques qui ne pouvaient pas ouvrir un compte à un tiers. Mais le plus spectaculaire, c'était les boîtes de nuit. Pas parce que les boîtes de nuit étaient plus importantes que tout dans la vie, quoique quand on est jeune et qu'on ne peut pas rentrer dans un bar, dans une boîte de nuit, c'est quand même une partie de votre jeunesse qu'on peut vous priver. Et donc, l'objectif, quand nous avons mis en place ces opérations de testing, c'était face à ces difficultés, pour surmonter ces difficultés. D'une part, évidemment, pour aller devant les tribunaux, pour faire respecter la loi, tout simplement, et d'autre part aussi, pour avoir des éléments de preuves et des éléments d'interpellation publique auprès des politiques, etc., y compris des professionnels même qui étaient dans le domaine. Et donc, à partir de ce moment-là, il nous fallait à tout prix mettre en place ces opérations. C'est dans ce sens que nous avons lancé les premières opérations de testing dans les années 2000. Évidemment, c'était pour les établissements de nuit. Et pour vous donner à peu près, à titre d'exemple, on a fait la première nuit du testing qui a concerné les boîtes de nuit, était à peu près, ça concerne à peu près 120 villes de France, en simultané et très médiatique, qui a fait d'ailleurs la une du lendemain, parce que pour la première fois, on voyait la réalité de ces discriminations, parce que c'était fait avec des caméras embarquées qui pouvaient filmer à l'insu des gens de ce qui se passait. Et plus que d'ailleurs de montrer que c'était des preuves judiciaires, c'était plus l'interpellation politique, l'interpellation des pouvoirs publics, puisque tout d'un coup, tout le monde s'en est emparé. Et d'ailleurs, à l'époque, le pouvoir politique qui était en place, donc c'était le gouvernement Jospin, qui avait pris en compte ces phénomènes. Pour la première fois, nous avons vu apparaître, après cet essai, les premières politiques publiques de lutte contre les discriminations. Donc, ça, c'était la première victoire que nous avons obtenue donc en place. La mise en place à travers Martine Aubry, qui était ministre des Affaires sociales, et d'autres ministres qui étaient concernés par le dossier, qui ont donc mis en place ces politiques avec la mise en place du GEL, le groupe d'études et de lutte contre les discriminations. Ça n'existait pas du tout dans notre pays. C'était une des premières conséquences et c'était pour nous une première victoire. Donc, loin même de l'aspect judiciaire, pour qu'on se comprenne très, très bien et qu'on puisse comprendre par la suite les testings au logement. Et donc, durant toutes ces années, nous avons continué à faire des testings, aussi bien pour régler, pour apporter des preuves de discrimination, lorsque nous avons des signalements ou lorsque nous voulons vérifier, etc., etc. Ce qui nous a amené à faire deux types de testings, en général, des testings à but judiciaire, parce que ces testings ont une vocation à apporter des preuves et aller devant les tribunaux pour les faire condamner, parce que quoi qu'on en pense, les discriminations restent un délit dans notre pays. Et l'autre aspect, c'était évidemment toute la question de montrer l'ampleur
mesurer l'ampleur et voir les évolutions. Et donc, c'est ce que nous appelons les testings à but scientifique, qui permettent à des étapes de mesurer, d'organiser toute une série de testings avec des professionnels de la science, avec par exemple un groupe de chercheurs, etc., d'en faire d'une certaine ampleur pour pouvoir apporter poser le débat sur la place publique. Donc, ces deux types de testing, aujourd'hui, existent au sein des SOS. Il y a ceux qui sont faits parce que nous voulons aller devant les tribunaux, nous voulons faire respecter le droit, et ce testing qui a pour objectif d'éclairer, d'interpeller les professionnels du secteur, les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, etc., et de créer un lieu de débat, d'échange pour faire évoluer justement la situation. Je ne sais pas si je suis clair jusque-là. C'est absolument limpide. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre, dans ce deuxième secteur, c'est-à-dire que les testings pour mesurer justement un peu l'ampleur, informer, que nous avons réalisé 2 séries de testings dans le logement. Mais nous en avons déjà fait beaucoup d'autres dans le logement, mais qui étaient ciblés parce que, pour tout vous dire, les testings, généralement, quand on les effectue dans une logique d'apporter les preuves, c'est sur la base souvent de signalements que des personnes qui se sentent victimes ou peut-être ou alors qui sont victimes mais n'ont pas de preuves, nous font des signalements. Si nous n'avons pas suffisamment de preuves solides, nous organisons un testing pour aller vérifier en effet si la personne a été victime ou alors si elle n'a pas de preuves, nous l'organisons spécifiquement ciblé sur une agence bien précise. Voilà, ce n'est pas des testings à but scientifique. Mais celles-là, nous les effectuons régulièrement à des petites échelles parce que c'est les signalements qui arrivent à notre service juridique. Et donc, le testing que nous avons donc fait en 2019 dans un premier temps, parce que le testing qui est arrivé cette année n'est que la suite de ce qui avait été fait 3 ans plus tôt et qui concernait la région Île-de-France. Et donc, ce testing avait pour objectif, évidemment, de mesurer l'ampleur, pour pouvoir interpeller ce que nous avons fait et qui a donné les résultats, grosso modo, je parle bien des testings de 2019, qui a donné les résultats d'à peu près 51% de discrimination. Voilà, pour schématiser, puisqu'on va plus insister sur la dernière étude que nous venons de publier. Donc, ensuite, 3 ans plus tard, parce que tout ça a continué. Or, en 2019, après l'étude que nous avons réalisée, et grâce à l'ampleur médiatique que les testings avaient prise, il y a eu une première réunion, une première concertation. D'ailleurs, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut saluer, et je voudrais d'ailleurs saluer les professionnels que vous êtes, d'avoir participé. Évidemment, c'était à l'origine du gouvernement avec Julien de Normandie etc. que nous avons fait cette réunion, ce travail qui a permis d'arriver au décret et qui a ensuite permis la signature de la charte, la mise en place des formations, etc. Donc, nous, 3 ans plus tard, puisque c'était en 2019, nous voulions à la fois vérifier, voir où est-ce qu'on en était, qu'est-ce que ça a donné, la mise en place des formations, etc. Où est-ce qu'on en est par rapport à la dernière étude? Parce que c'est tout ce que nous avons comme élément et qui nous permet d'être, c'est un peu notre baromètre, qui nous permet de situer un peu les choses, d'avoir cet échange sur la base du constat que nous faisons, qu'on soit d'accord ou pas, on peut en débattre. Et que ce soit, parce que souvent j'entends le débat ou toute la représentation de tout ça. Bon, et donc cette étude que nous avons réalisée 3 ans après, avait pour méthodologie, c'est ce qui a changé avec la dernière, celle de 2019, c'est que nous avons renversé un peu les choses, parce que comme vous pouvez l'imaginer, on est au cœur de ces questions et à chaque fois, nous recevons beaucoup de plaintes, ça nous permet d'étudier, de faire un travail. Nous ne sommes pas dans la facilité, on fait un travail assez rigoureux. Croyez-moi, vraiment, nous sommes trop exigeants. Je suis très exigeant avec Dominique pour nous-mêmes auprès de nos militants qui travaillent justement dans ce domaine pour que nous ayons, parce que c'est un sujet, vous l'avez bien répété, et c'est un sujet qui est assez sensible.
et qui touche tout le monde, c'est-à-dire que l'image de professionnel que vous êtes, la sensibilité et le pouvoir politique, le pouvoir public, etc. C'est un sujet que nous prenons très au sérieux et nous essayons de travailler avec la plus grande rigueur possible. Et croyez-moi, à SOS, nous mettons un point d'honneur sur ce travail. C'est la raison pour laquelle, avant d'engager une procédure, quelle que soit la procédure d'ailleurs, la nature de la procédure, nous nous assurerons que c'est des choses assez viables, assez fiables, et parfois c'est nous-mêmes qui allons reproduire les schémas pour en être totalement sûrs. Et donc, dans ce que nous avons comme information, nous essayons de creuser, de comprendre où peut se retrouver le filtre de la discrimination. Parce que, vous savez, autant il y a des gens qui ont évolué de votre côté, il y en a certains qui ne l'ont pas fait, comme les études vont nous démontrer, puisque forcément il y a des évolutions, il y a des changements, ce que nous saluons d'ailleurs, mais il y a certains qui ne le font pas. Et donc, nous avons constaté que, oui, avant, le filtre des discriminations, c'était parfois très simple, suffisait tout simplement d'appeler pour vous schématiser. Quand on appelait dans une agence immobilière pour avoir un logement, les premiers testings dans les agences immobilières, c'était 3 coups de fil que nous passions les uns à la suite des autres. Et la première personne, vous pouvez lui dire tout de suite, qui était plutôt qui avait un nom à consonance étrangère, etc., à qui on pouvait tout de suite dire non. Et 1 minute plus tard, à l'autre personne, on lui disait oui, qu'elle pouvait. Enfin, quand on disait à la première non, on disait non, c'est vient d'être prise, etc., etc. Et la personne qui appelait tout de suite après, évidemment, on lui disait non, on lui proposait la possibilité de venir visiter l'appartement. Bon, bref, ça, c'était les premières méthodes. Et au fur et à mesure qu'on faisait condamner les discriminations, vous savez, il y a aussi des gens qui nous remontaient à l'intérieur du secteur professionnel de votre métier, qui nous remontaient aussi des informations, parce que ça fait aussi partie du travail que nous faisons, qui nous disaient, bon, ben voilà, maintenant, moi, on nous demande de ne plus discriminer au téléphone, de ne même plus prendre au téléphone, etc. Donc, le filtre de la discrimination avait reculé quelque part. Alors, il nous fallait trouver ces preuves et où se trouve le filtre des discriminations. Et ça, c'est valable pour tout. À chaque fois, quand nous observons qu'il y a quand même des pratiques discriminatoires, mais les preuves sont difficiles à ajouter, autant d'autres ont changé, autant certains ont évolué, autant certains ont fait reculer tout simplement le filtre de la discrimination pour échapper à toute qualification pénale, pour éviter, bien évidemment, d'avoir des preuves de culpabilité qui pouvaient entraîner, évidemment, des actions judiciaires. Et donc, ça fait partie de... c'est pour ces raisons que ce testing qui a eu lieu récemment, avec donc la spécificité que ce que nous avons appelé les testings renversés, si vous voulez, c'est-à-dire que nous nous sommes passés pour des propriétaires de biens immobiliers avec des noms à consonance française ancienne, comme nous le disons, qui voulions mettre notre bien en location, etc., auprès des agences immobilières, mais tout en donnant des consignes de discrimination raciale pour voir effectivement par rapport à ce que nous avons mis en place après le testing de 2019, c'est-à-dire des formations qui ont pour objectif de répondre justement aux causes de ces discriminations, si les choses ont évolué ou tout simplement les filtres ou les choses sont restées quasi telles. Et donc, nous avons organisé ce testing donc en renversant, en nous présentant comme propriétaires qui incitions, qui demandions une sélection sur la base, bien évidemment, des origines, des couleurs de peau, etc., avec tout ce qui est interdit dans ce cadre-là. Et donc, c'est sur cette base que nous avons obtenu ces résultats avec, pour vous dire très rapidement, 3 types de réponses que nous avons eues, grosso modo, pour ceux qui n'ont pas vu l'étude. Alors, il y avait les types de réponses avec l'acceptation de discriminer. Donc, ça ne posait aucun problème, ni moral, ni d'éthique, ni judiciaire, rien. Il y a ceux qui ont refusé carrément de discriminer, qui ont opposé une fin de non-recevoir de la consigne ou de la demande de discriminer, puisque c'était assez spécifique, très clair, envers des personnes typées, d'origine arabe, on le disait comme ça.
arabe ou noir. Voilà, on allait vraiment pour que les choses soient claires, sans ambiguïté. Et le troisième type de réponse, c'était une discrimination, mais tout en rappelant l'acceptation de la discrimination, mais tout en On va revenir sur rappelant, ce point. On va revenir sur ce point qui est très important. voilà, tout en acceptant la discrimination, mais en rappelant quand même la loi, ce qui est encore un autre cas qui est beaucoup plus grave. Enfin, pas moins grave que ce qui discrimine, bien évidemment. Et donc, les résultats, pour aller rapidement, parce que je pense qu'il vaut mieux peut-être qu'on en discute, les résultats, grosso modo, nous ont donné 48%, 48,50 précisément, qui ont accepté de discriminer sur un échantillon d'à peu près 136 ou 140 agences que nous avons testées, qui représentent à peu près les groupes immobiliers bien connus. Certains avaient même déjà été testés la première fois. Et je précise ici que, parce que je sais que la question va arriver, et on en a déjà eu à en discuter avec, avec Jean-Marc, que je salue en particulier. Mais la question de nous donner les noms, de livrer les agences qui tout au moins n'ont pas discriminé, etc., ça va arriver. Mais ce que nous voulions, comme je le disais, le testing nous permet de mesurer à un moment donné la situation, de faire une photographie comme les sondages, Oui, etc. oui. Et pour nous, bien sûr, on vous donnera des informations s'il le faut. Ce n'est pas un tabou pour nous, mais c'est surtout qu'on en mesure tous ensemble le travail qui a été fait et ce qu'il nous reste à faire. C'est la raison pour laquelle, en donnant les résultats, nous disons qu'il y a eu 48,5 précisément de refus de discriminer, d'accepter de discriminer, 51,5, donc plus de la moitié, qui ont refusé de discriminer, et ça, il faut le souligner clairement. Et là-dedans, donc à l'intérieur de, donc ça s'appelle le 100%, à l'intérieur de ceux qui ont accepté, qui ont accepté de discriminer, il y en a certains qui ont accepté de discriminer, mais tout en rappelant la loi. Tout à fait. Donc, là, une moitié, c'est à peu près moitié-moitié, une moitié qui a refusé, qui a accepté de discriminer, et une autre moitié qui a accepté, mais tout en rappelant quand même la loi. Mais sur les 51,50, plus de la moitié, qui a refusé carrément de discriminer, il n'y avait pas de débat. Et cela, nous les saluons, et ça honore tout le secteur. C'est la raison pour laquelle notre objectif n'est pas de stigmatiser, mais de construire quelque chose qui nous permet d'avancer, parce qu'un seul cas ou deux cas, c'est déjà deux cas de trop. C'est déjà Bien deux sûr. cas. Voilà. Bien sûr. Et donc, ici, après, je pourrais vous donner d'autres détails, mais en gros, c'est l'enseignement de cette étude. Mais pour conclure, pour nous, en termes d'outils aujourd'hui, c'est vrai que ça peut paraître parfois, avec l'ampleur médiatique que les opérations de testing, les études peuvent prendre, mais il s'agit pour nous, non pas, je dis encore, de stigmatiser. Je sais les réactions parfois logiques que certains de la profession peuvent avoir, parce que ça touche à l'image du secteur. Et d'autre part, aussi, ça peut être, c'est logique d'une réaction épidémique parce que c'est votre métier, c'est votre fonction, et surtout ceux qui en sont très éloignés. On va y revenir. On va y Voilà. revenir. Je vais demander à ceux qui ont la responsabilité, au moins en partie, de l'image, justement, de la réputation de la profession et de ses qualités, de réagir à ça. Je vous remercie beaucoup. On a déjà des questions d'ailleurs du chat, puisque je ne l'ai pas dit, mais les habitués le savent. Des questions arrivent, je les reçois, elles me permettent de vous relancer. Et en particulier, il y a une vraie sensibilité au fait que vous ayez un travail
préventif et de recherche et pas seulement de sanctions. Voilà, donc c'est apprécié par un certain nombre de participants qui peut-être l'ignoraient, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup le sentiment que les assurances sont là de manière punitive en quelque sorte, et l'aspect didactique est moins connu. Jean-Marc Tourlion, je commence par toi, et tu as été cité pour preuve que j'imagine que vous travaillez ensemble, vous avez eu des échanges, tu as été cité par M. Ebongué. Ta réaction par rapport aux résultats, aux quelques résultats qu'il a rappelés, tu avais vu l'étude en ce qui te concerne évidemment de manière fine, comment l'apprécies-tu? Est-ce que tu dis, c'est toujours tentant, mais c'est plutôt mieux que la précédente étude? Moi, je fais une observation en souriant, même si le sujet est grave. Est-ce qu'il est plus inquiétant que des professionnels rappellent la loi mais soient prêts à l'enfreindre, ou ne connaissent pas la loi et l'enfreignent? Voilà, bon, je voudrais que tu réagisses aussi à ça. Il y a eu cette obligation de formation qu'Herman Ebongué a citée. Est-ce qu'elle a l'efficacité attendue? On se rappelle que c'est dans les 42 heures obligatoires qu'il a été mis quelques heures obligatoires pour lutter contre la discrimination. Voilà, ton regard sur tous ces sujets-là et globalement sur ce qui te paraîtrait devoir être fait pour améliorer cette situation qui n'est pas bonne. Bien, écoutez, concernant effectivement cette étude, j'ai naturellement tendance à la comparer par rapport à 2019. Et de ce point de vue-là, on peut soit en tirer des éléments positifs, soit en tirer des éléments négatifs. Si on en tire les premiers éléments négatifs, j'allais dire que la bascule entre les 51,5% qui refusent la discrimination versus il n'était que 48,5% 3 ans plus tôt, la progression est quand même relativement faible. Donc on peut effectivement y voir un élément positif, mais j'ai presque envie de dire que c'est très faible, donc c'est pas satisfaisant. Le rappel à la loi, en revanche, on peut effectivement se dire, mais quel est finalement ce cynisme qui consiste de la part d'un agent immobilier, d'un administrateur de biens, de rappeler à la loi qu'il propose d'enfreindre selon 2 méthodes qu'a rappelé M. Ebongué, à savoir discriminer soi-même, l'agence l'assume, ou le faire assumer par son bailleur. Mais je pense malgré tout que ce rappel à la loi, qui a bondi, parce qu'il n'était que de 57% lors de l'ancienne étude, il est à 75. Je pense qu'il faut quand même y voir quelque chose de positif, en ce sens que il crée d'abord une complicité très forte de l'agence qui accepte de discriminer, et il n'y a pas finalement de faux semblants ou d'ignorance à la loi. Il y a là une complicité très forte, et donc je trouve très dommageable, mais en même temps, je pense que, et en tout cas moi j'y vois, le début d'une pénétration malgré tout des consciences sur le fait qu'on n'ignore pas la loi. Et on n'ignore pas la loi même au niveau des collaborateurs. Attention au fait que je n'entends pas me défausser sur les collaborateurs, bien évidemment, mais en rappelant que le titulaire de carte est l'ultime responsable de la politique de son agence, et que de ce point de vue-là, il doit en assumer toute la responsabilité. Mais ce rappel à la loi, il reste quand même sans doute le fruit, il reste même sûrement le fruit des efforts de formation. Alors, après, nous avons par rapport à l'ancienne étude de 2019 un focus uniquement sur les professionnels, pas sur les particuliers. Je ne me dédouane pas sur les particuliers, je rappelle simplement que nous sommes un bien meilleur filtre contre la discrimination que ne le sont les particuliers, et je sais que nul ne le conteste autour de cette table. Mais le pire n'a jamais justifié le moins bon, et donc je vais m'attaquer effectivement au moins bon. Et donc, et au regard du fait qu'on ne peut pas à la fois revendiquer une notion de tiers de confiance vis-à-vis des pouvoirs publics et ne pas être dans l'application stricte de la loi. Emmanuel le rappelait tout à l'heure. Voilà, la formation reste la clé, et elle reste la clé à plusieurs points de vue, et je trouve que c'est là où le test est à mon sens intéressant, c'est que au-delà de l'aspect purement juridique et moral que contient le testing, la formation doit s'attacher à l'argumentaire. Et peut-être que la vertu des 51,5% qui refusent de discriminer, c'est peut-être aussi de convertir celui qui voulait discriminer, alors en les utilisant, de ne pas le faire.
Parce qu'il y a deux solutions. Soit on arrive à convertir en disant le problème n'est pas là, faites-moi confiance pour louer votre bien et dire au locataire faites-moi confiance pour que je traite objectivement votre dossier, et d'amener ce bailleur finalement dans nos services en respectant la loi, plutôt que évidemment que par l'échec de nos arguments, permettre à ce bailleur de s'exercer soit par l'intermédiaire d'une agence qui acceptera sa discrimination, soit directement sur un particulier. Et donc tout l'enjeu futur, au fond, c'est d'arriver, parce que nous sommes des très bons commerçants aussi, c'est d'arriver à vendre notre service comme étant un service qui, en toute indépendance par rapport à ces critères de discrimination, est capable de rendre en réalité un vrai service à notre propriétaire, et ce, j'allais dire, en respectant scrupuleusement la loi et en faisant en sorte de lui faire comprendre que le problème éventuel, ou j'allais dire la lubie éventuelle qu'il a, n'est pas recevable, et que nous sommes, nous, capables de lui apporter satisfaction tout en ne discriminant pas et en respectant la loi. Et cette confiance, on doit la recevoir aussi de la part du locataire. C'est ça l'enjeu de cette profession. C'est qu'à la limite, au-delà même du refus de discriminer, on ait ce pouvoir de conversion à nos services qui respecteront la loi en toutes circonstances. Ce que l'on dit là, c'est pour la discrimination telle qu'on l'a évoqué avec SOS Racisme. Ce peut être la discrimination à l'égard du handicap, ce peut être la discrimination à l'égard des personnes âgées, ça peut être… Des seuls avec enfants, enfin voilà. On sait que… C'est l'autre stade qu'il va falloir aussi aborder. Alors, très intéressant, c'est vrai qu'une chose sur laquelle je demanderais à Fabienne, formatrice, de dire un mot précis, c'est le mécanisme aussi de la discrimination. Tu l'as évoqué d'une autre manière, du point de vue du professionnel. En fait, il y a un présupposé que c'est une forme de gestion du risque d'impayé. Et on assimile à certaines personnes des risques majorés finalement d'impayé. Ça conduit à la discrimination. Il peut y avoir des raisons idéologiques ou fondamentales, mais du point de vue du bailleur, c'est ça. Et donc tu dis, il faut qu'on reprenne la main en disant, chez nous, vous ne risquez rien en tant qu'investisseur, c'est votre préoccupation, et on s'occupe du reste. Voilà, et ce n'est pas des consignes qui vont vous protéger, qui sont de plus contraires à la loi. Donc ça, c'est un point important. Un mot simplement, et je demanderai à ta suite à Daniel de réagir aussi là-dessus. Il y a une conscience, et toi tu le vois positivement, plus importante aujourd'hui avec ces fameux 75% de professionnels avisés, qui pour certains vont enfreindre la loi, mais qui la connaissent. Impact de la formation. Est-ce qu'il y a une conscience assez forte des risques judiciaires qu'on encourt, très clairement des sanctions par la justice, et est-ce qu'il y a assez de contrôle? Alors, je ne parle pas de ceux d'une association qui en plus le fait à des fins didactiques très largement, je ne parle pas de la fédération, mais pourquoi pas, voilà, la notion de contrôle et de sanction. Qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? La notion de contrôle et de sanction, elle est faible. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier sont plus, j'allais dire, sensibles au contrôle et à la sanction liée à Tracfin, ou au contrôle et à la sanction liée au non-respect d'une certaine forme de réglementation au moment des contrôles de la DGCCRF, que d'une vraie conscience d'un éventuel contrôle ou d'une sanction de la part d'un organisme quelconque. Alors, je mets un bémol à ça, malgré tout, c'est les contrôles, ou en tout cas sur signalement, les actions qu'avait fait le défenseur des droits en faisant des courriers et en rappelant que particulièrement une agence avait fait l'objet d'un signalement, et que le défenseur des droits s'adressait à cette agence et s'y adressait 6 mois plus tard. On a vu qu'à ce moment-là, c'était assez efficace, au fond. Donc, la notion de contrôle, aujourd'hui, elle n'est pas effective, en dehors du fait qu'il appartient à l'entreprise, au fond, au même titre qu'elle le fait pour Tracfin, quand on réfléchit bien, d'avoir ses propres processus internes de contrôle sur la non-discrimination. Parce que nous sommes encore une fois soumis
en tant que filtre que je qualifierais de républicain, sommes soumis à une certaine pression de la clientèle. Il ne faut pas se voiler la face, il suffit d'avoir une lecture politique de la France actuelle pour comprendre les situations. Nous avons aussi des collaborateurs, nous avons des adhérents qui ont leurs propres opinions politiques. J'ai déjà dit que ces opinions politiques s'arrêtaient à la porte des agences pour respecter le droit et que cette notion de filtre républicain, il faut l'endosser. J'allais dire, encore une fois, sans ambiguïté, et il faut l'assumer vis-à-vis de nos clients. Est-ce qu'il faut, et l'assumer naturellement judiciairement, si le cas échéant, s'il y avait des cas avérés, évidemment, mais voilà. Après, la notion de contrôle pour l'établir, elle n'est pas évidente, hein, elle n'est pas évidente. Et c'est vrai que très souvent, M. Monguet fait cette réflexion en disant la discrimination, on peut discriminer sans le savoir, au fond, sans même l'imaginer, et donc le faire émerger, c'est pas toujours évident. Daniel Dubrac, bon, forcément, même question, hein, tu as la même mission à la tête de l'UNIS, tes réactions à toi, et notamment de manière complémentaire à ce que tu as pu entendre. J'ajouterai, je reviens à cette question d'autorité sur le bailleur, parce que l'intuition de cette enquête, et Herman l'a très bien expliqué, c'est parce qu'il avait des retours aussi de professionnels, c'est qu'il y a une pression des mandants, propriétaires bailleurs. Donc, il peut y avoir positivement, ça a été vu par d'autres enquêtes, une action négative du professionnel, mais il y a une pression, une soumission à cette pression et donc une forme de complicité. Qu'est-ce que tu dirais sur les moyens d'avoir une véritable autorité sur le propriétaire bailleur qui règle le problème? C'est-à-dire, comme je disais d'une phrase tout à l'heure, mais un peu facile, parce que moi j'entends des risques de perte de mandat. Jean-Marc disait tout à l'heure, celui qui va reprendre son bien et qui va le gérer lui-même avec ses propres règles. Voilà, donc comment on peut en arriver, hein, je vous rappelle, ce qui nous réunit, c'est la volonté d'éradiquer, hein, donc d'arriver à zéro un jour, zéro défaut sur la discrimination. Moi, je dirais d'abord non à la discrimination. C'est vraiment au niveau d'UNIS, on est un syndicat professionnel comme la FNIM, mais on a formé, informé nos propriétaires et surtout nos professionnels à la lutte contre la discrimination. Cher Henri, nous étions dans la HALD. La HALD, c'est d'avant 2011. Et nous avions, Absolument. avant que UNIS s'appelle UNIS, nous étions l'UNIT, le XAB et la CNAB, mais nous étions déjà dans le comité de liaison de la HALD. Alors, bien évidemment, grâce, je dirais, à François-Emmanuel Borel, qui est présent ici, et aussi une juriste, nous sommes dans le comité de pilotage avec Claire Hédon, et nous avons rédigé des guides pour les bailleurs, nous avons rédigé des guides pour les professionnels, nous avons inséré dans tous nos mandats, tous nos beaux types, des rappels de clauses législatives, réglementaires, qui dit qu'il ne faut pas discriminer, y compris pour la vente, que ce soit aussi pour la location, parce qu'autrement, il faut bien attirer l'attention des signataires de façon à ce qu'on puisse montrer les peines encourues. Donc, on a fait beaucoup ce travail-là. Ça, c'est le premier travail, c'est la démarche avec le défenseur des droits. Et je crois que les professionnels sont bien engagés là-dessus depuis toujours. Donc, je dirais aux professionnels qui ne sont pas syndiqués, syndiquez-vous pour pouvoir profiter de ce savoir-faire de la part des syndicats professionnels. Et je dirais aux professionnels qui ne sont pas, les propriétaires qui ne sont pas en intermédiation avec des professionnels qui font du gré à gré, peut-être qu'il serait intéressant de temps en temps de voir à travers un professionnel un engagement de location. Nous rappelons systématiquement les devoirs des deux parties, les devoirs du locataire et les devoirs du propriétaire et les obligations des uns et des autres. C'est vrai qu'on peut s'estimer un peu pris en pression du fait qu'on est payé par le propriétaire, mais un propriétaire peut devenir aussi locataire dans un autre bien, un locataire peut aussi devenir un propriétaire et les mandats peuvent se suivre et ne pas se ressembler. Donc, je crois que rappeler systématiquement les droits et les devoirs des uns et des autres, ça va bien. Alors, en ce qui concerne aussi les testings et SOS Racisme et aussi les enquêtes, alors l'UNIS n'a pas été cité dans cette enquête, on aimerait quand même avoir le détail de SOS Racisme. J'ai bien entendu le discours du représentant et je l'en remercie.
Mais on voudrait Jean-Marc a fait la avoir- même demande que toi, hein, si j'ai bien compris. on voudrait avoir aussi l'identité des agences qui ont subi le testing de façon à progresser. Nous sommes évidemment dans la prévention systématiquement. On a participé aux échanges avec la ministre du Logement suite à cette enquête avec François-Emmanuel Borrell que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi avec la signature de la Charte des professionnels avec Madame Moreno très récemment, au mois d'octobre 2010. Donc tout ça, on est pour l'exemplarité. Pardon. Simplement, je voudrais dire, qu'est-ce que cherche un bailleur quand il a un logement à louer? Il cherche un loyer payé et il cherche aussi de la stabilité dans l'occupation des lieux, ce qui fait qu'il a quand même le droit de choisir son locataire parmi différents candidats dès l'instant où il regarde le critère financier, que ce soit les revenus, que ce soit peut-être la situation professionnelle, que ce soit aussi peut-être le fait qu'il y ait une caution ou pas une caution. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On discrimine des fois sans le vouloir et de façon involontaire. Par exemple, quand on va mettre en place un logement à louer, on va peut-être écrire une annonce sans faire exprès dans l'annonce. On va écrire quelque chose de discrimination. C'est valable aussi quand vous faites du recrutement. On n'est pas que dans l'accès au logement, mais quand vous faites du recrutement et un emploi, la façon dont vous allez rédiger votre annonce peut être de façon complètement involontaire, discriminante. Et donc, c'est important qu'on puisse donner tous les tuyaux, tous les savoir-faire de façon à éviter cette discrimination. Je rappellerai aussi que dans la loi égalité et citoyenneté, il y avait un principe fondamental qui était que on avait remarqué que les catégories de ménages qui sont demandeurs d'un logement social, là on est dans le logement privé, un logement social qui devait bénéficier d'une égalité des chances pour l'accès au logement. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté que les ménages aux revenus les plus modestes se voyaient fréquemment attribuer des logements sociaux dans les quartiers les plus en difficulté. C'était peut-être aussi une forme de discrimination sans peut-être qu'on le fasse volontairement ou sans intention de nuire. Et ça, c'est quand même important. On peut encore avoir le droit quand même du fait qu'on peut se tromper. Simplement, il faut avoir la volonté de rectifier. Alors, bien sûr, nos syndicats professionnels ont une attache avec toutes les ADIL. Les ADIL sont là pour renseigner le locataire sur leurs droits, de même que le font les professionnels auprès des propriétaires bailleurs qu'ils ont à gérer. On est aussi, certains d'entre nous, nous sommes dans la CPE nationale. La CPE nationale donne des tonnes de guides de pratiques contre la lutte contre la discrimination, mais aussi sur la charte de la diversité, la façon dont il faut aussi ne pas discriminer, regarder tous les dispositifs d'égalité des chances. Et puis, on est aussi dans des territoires, des fois, qui sont un peu compliqués. Et donc, quand on a la chance d'être à la convention collective de l'immobilier, on peut aussi trouver des tas d'outils et de dispositifs pour prévenir ce type de discrimination. Donc, on a évidemment les formations. Vous avez parlé des formations obligatoires, mais je dois dire qu'il y a des formations dans lesquelles on va aborder la discrimination. Par exemple, quand on va parler du code de déontologie des professionnels de l'immobilier, on va aborder la discrimination. Quand on va parler de la responsabilité pénale des professionnels, bien évidemment, on va parler des risques encourus en cas de discrimination. Quand vous rentrez des nouveaux mandats de gestion locative et de copropriété à travers tout ce qui est les data, etc., on va regarder tout ce qui est lié et qui peut être discriminant de façon involontaire. Quand on va regarder aussi des modules de formation sur la gestion des difficultés et des conflits entre les locataires et les propriétaires, on va aussi aborder la question de la discrimination. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Et il faut aussi comprendre le propriétaire qui veut avoir son loyer, qui rentre tous les jours, et charge à nous de le former, de l'informer et peut-être aussi de le persuader que dans tel et tel cas de figure, son critère est un critère discriminant et que finalement, en regardant d'autres critères, il va aussi avoir la chance d'avoir un bon locataire. Deux, trois questions pour te relancer là-dessus. Si tu as la liste des agences qui ont failli, qui ont fauté, je pourrais poser la question dans les mêmes termes, évidemment, à Jean-Marc. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est-à-dire qu'un adhérent qui est convaincu, si je puis dire, enfin, pas au sens judiciaire, mais au sens du testing, d'avoir manqué au respect de la loi, hein, tout simplement. Quelle attitude du syndicat? Alors, nous avons une commission qui est faite pour ça. Nous avons une commission, malheureusement, qui est faite pour ça, pour traiter les cas difficiles. Ça peut être des cas discriminants qui auront été portés à notre connaissance, bien évidemment. Ça, c'est très important parce qu'il
s'il y a une population qui a été sujette à discrimination pour des motifs différents, que ce soit sur l'origine, que ce soit peut-être sur la religion, etc., enfin tous les 4 critères de discrimination, et s'il y a une plainte qui a été transmise, nous allons la traiter. Nous avons un comité qui est fait pour ça, et malheureusement, si quelque chose est récurrent, alors nous allons rappeler le droit. Nous allons aussi rappeler les différentes formations. Nous avons un organisme de formation qui s'appelle 1+, qui a des formations qui sont dédiées sur ce sujet-là, qui pourront peut-être être aussi des formations sur mesure en fonction de la nature de l'infraction, on va dire, peut-être aussi sur mesure et aussi peut-être des formations au sein d'un même cabinet, parce que ce n'est pas forcément le dirigeant, c'est peut-être aussi du personnel qui a peut-être une sensibilité qui est éloignée de l'égalité des chances. Et donc, nous allons les former et les informer, voire éventuellement les sanctionner. Alors, ta réponse est très, très claire. Je rebondis sur la question de formation. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi par Jean-Marc. Je rappelle que l'obligation de ces 42 heures de formation ne pèse à ce jour que sur les porteurs de cartes professionnelles, on va dire les patrons, ou les responsables de premier rang. Elle ne pèse pas pour l'instant, et on attend un décret d'application de la loi Allure de 2014 sur le sujet. Elle ne pèse pas, aucune obligation de formation à l'entrée ne pèse sur les collaborateurs. En revanche, on parle là de renouvellement de carte professionnelle pour ceux qui sont titulaires de la carte professionnelle. Est-ce qu'il faut élargir cette obligation de formation? Et est-ce que, notamment, tu penses que le décret qu'on attend pour l'entrée dans la profession de nouveaux collaborateurs en gestion ou en transaction peut être un remède, puisque d'évidence, vous croyez tous dans la formation, ce n'est pas moi qui vais vous le reprocher. Alors moi, je ne suis pas de la formation pour faire de la formation. D'abord, la formation, ça coûte cher et il faut qu'elle soit efficiente, il faut qu'elle serve, qu'elle soit bien ciblée. Comme je disais tout à l'heure, ça n'a peut-être pas été compris, on a des modules de non-discrimination qui sont examinés dans d'autres modules métiers. Par exemple, quand on va mettre en place un mandat de gestion locative ou comment rédiger un contrat de location, eh bien, nous allons regarder le problème de la discrimination. Donc, ce n'est pas forcément un module dédié exclusivement à la discrimination, ou je préfère appeler ça l'égalité des chances. Je suis peut-être dans le 93, c'est un petit peu pour ça. En tout état de cause, on va distiller des modules, des quelques heures, quelques minutes, c'est des modules de 20 minutes en général, sur la partie de non-discrimination. Donc, est-ce que c'est utile ou pas d'en faire un cas particulier? Peut-être pas. En tout cas, dans les modules qui sont des modules métiers, que ce soit pour la vente, que ce soit pour la location, ou que ce soit pour monter, par exemple, une agence immobilière ou rentrer des mandats de gérance, systématiquement, nous distillons ces sous-modules liés à la discrimination. Et dernière chose, est-ce que tu penses, on s'est vu il n'y a pas longtemps, toi et moi, dans un autre cadre pour parler de sécurisation des revenus locatifs et de garantie contre les impayés de loyer, la fameuse GLI, mais il y a d'autres dispositifs publics, Visal existe. Est-ce que tu penses que ces mécanismes de sécurisation peuvent objectiver plus efficacement le choix d'un locataire et gommer ces effets de discrimination? Peut-être que quand il y a un candidat qui n'est pas retenu et que c'est le critère financier parce qu'il n'a pas une garantie et qu'effectivement, s'il a une garantie Visal améliorée, bon, mais par contre, il y a la question de la discrimination au logement, mais il y a la question de l'accès au logement tout court. Est-ce qu'une garantie universelle des loyers ou une caution de l'État, puisqu'on en a un petit peu entendu parler maintenant que M. Macron est élu, est-ce que ça va créer du logement supplémentaire? Est-ce que les prios dans les métropoles vont contribuer à créer du locatif? Peut-être pas, parce que souvent les gens ils achètent pour occuper, pas forcément pour louer. Par contre, sécuriser le bailleur à travers un encouragement qui pourrait être par exemple un amortissement tout au long de l'exploitation de son bien, comme nous l'avons écrit avec Pluriance, FNIM et UNIS, ça peut être aussi une solution parce que ça sécurise le bailleur. Le bailleur il veut avoir une rentabilité et une rentrée d'argent récurrente, régulière, de façon à faire des travaux de rénovation énergétique, payer un prêt, avoir une rentabilité, passer une retraite paisible. Et donc, c'est ce qu'il faut lui assurer. Et il faut effectivement décorréler la question de la discrimination à l'entrée d'un locataire de la question des impayés. C'est très important. Merci beaucoup. Nathalie Moreau. Alors, Nathalie, bon, j'allais dire que tu as la part belle, mais tu vas réagir à ma phrase d'ailleurs, parce que
Si je ne me trompe pas, entre toutes les enseignes qui ont été testées, il y a des réseaux de franchises d'agences immobilières, hein, de cabinets de gestion, et il y a aussi des réseaux intégrés. Tous ici savent de quoi je parle, donc des entreprises uniques finalement, mais avec une présence sur l'ensemble du territoire, voire à l'étranger. C'est le cas de Foncia, qui, je le disais tout à l'heure, est leader en matière de location privée. Foncia a le meilleur résultat de ce dernier testing réalisé par SOS Racisme. Alors, c'est pour ça que je dis que tu as la part belle, mais tu vas réagir à ce constat. Est-ce que tu te satisfais de ça? Est-ce que Foncia se satisfait d'être simplement voilà, plutôt le meilleur élève de la classe? Est-ce que vous visez le zéro défaut? Car vous n'y êtes pas, vous allez être encore loin. On a parlé de plusieurs types de discrimination. Est-ce qu'il est plus facile de traiter certaines que d'autres? C'est un peu le sentiment qu'on a eu à travers des propos précédents. Hein. La discrimination raciale serait peut-être plus facile à traiter, plus évidente que d'autres, plus subjectives ou plus perverses. Et puis, dernière question, tu as, et je crois que ce n'est pas si ancien que ça, désormais la RSE dans ton périmètre. Quel est l'enjeu RSE pour une entreprise de l'importance de Foncia, mais qui, bien sûr, peut concerner l'ensemble des cabinets de gestion? Alors, effectivement, on est le moins mauvais élève, mais ça ne veut pas dire qu'on est satisfait. Donc, non, on n'est pas du tout satisfait de ces résultats, même s'ils ont progressé nous concernant, parce qu'on vise effectivement la tolérance zéro sur le sujet. Et Philippe Salle, effectivement, s'est engagé à la suite du testing de 2019, parce qu'on était ressorti effectivement, nous aussi, dans des pratiques dysfonctionnantes au niveau de l'Île-de-France, puisque c'était l'Île-de-France qui avait été testée à l'époque. Là, c'est national. Là, tout à fait, c'est national. Donc, on s'est amélioré. Donc, ce qui est important, c'est l'évolution, mais ça reste effectivement un sujet de préoccupation fort. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'actions complémentaires alors, on aurait voulu le faire dès 2020. Malheureusement, le Covid ne nous a pas permis de le faire dans les délais. Donc, on avait rencontré SOS Racisme à l'issue de ces résultats pour comprendre les enjeux, effectivement, comme on vient de le faire là, pour être au plus près des dispositifs complémentaires à mettre en place, parce que, comme vous l'avez dit, Daniel, tout à l'heure, je pense qu'effectivement, Foncia a mis en place beaucoup dans ses process métiers, dans ses formations, à tous les niveaux, lorsqu'on fait de la gestion locative ou de la location, un rappel à la loi sur l'interdiction de discriminer. Puisque c'est une interdiction pénale, hein, donc on est sur quelque chose de effectivement très important. Et on a considéré qu'il fallait qu'on aille plus loin en mettant en place des dispositifs de formation complémentaires spécifiquement suite à ce testing. Donc on a mis en place, alors ça a commencé en 2021, on est encore en train de le déployer, en complément de ce qui existe, des formations, un dispositif de formation spécifique sur le sujet de la non-discrimination et sous un angle de gestion, on va dire, de meilleure identification des sujets des stéréotypes de façon globale. Moi, je crois beaucoup au fait, sur ce sujet-là, à la vision globale, parce qu'en fait, je ne sais pas, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on peut tous être discriminés à un moment donné dans sa vie, quel que soit le moment. Et donc, c'est important de pouvoir interpeller l'ensemble de la ligne managériale et des collaborateurs sur ce sujet-là, parce que ça parle à tout le monde. Donc, on a mis en place ce dispositif avec un organisme de formation qui s'appelle Entre autres, et effectivement qui intervient à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, on a mis en place un dispositif de sensibilisation d'abord des patrons de cabinet au niveau régional, pour qu'il y ait une prise de conscience du sujet, qu'on le remette au-dessus de la pile. Et on a en plus mis en place un dispositif de formation pour tout le management de la gestion locative et de la location, effectivement pour que les managers puissent, au-delà du dirigeant, qui ne peut pas être sur tous les fronts, évidemment, au quotidien, auprès de ces équipes, parce qu'ils ont évidemment beaucoup de sujets à gérer, que ce soit dans leur quotidien. On a mis en place cette formation pour les directeurs de gestion locative et de location qui managent les gestionnaires ou les personnes qui sont en charge de la location. Et ensuite, on est en train de le mettre en place depuis... on a commencé courant l'année dernière et on va accélérer là sur les 2 prochaines années, 2022 et 2023, pour former 100% des collaborateurs sur ce dispositif spécifique, vraiment.
Oui, parce que Je parle bien de la gestion locative et de la location et des assistants de gestion locative. Donc, on est vraiment focalisé sur la filière métier qui, finalement, à un moment donné, est en charge de ces sujets côté alors, locataire ou côté bailleur. je t'interromps à ce stade. J'aurais pu relever ce qu'a dit tout à l'heure Daniel Dubrac, mais on en parle maintenant. Elle a parlé de transaction-vente. Et pour avoir échangé avec Fabienne, qui va parler juste après toi, je sais que c'est un sujet, bien sûr, c'est la location et donc la gestion des biens qui sont les deux grands métiers concernés. Mais en transaction, en vente, le sujet existe, semble-t-il aussi. Alors, il existe, mais on a décidé puisqu'on va avoir un programme intense et profond, puisqu'on va former 100% des collaborateurs en charge de la gestion locative et de la location. On a fait le choix de prioriser, ça ne veut pas dire que c'est exclusif, mais de prioriser le sujet qui était en l'occurrence celui de l'accès au logement dans le cadre de la location. Ouais. On pourra même imaginer, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais en tout cas un traitement dans l'univers de la copropriété, par exemple, qui serait discriminatoire dans le comportement, pas forcément dans les décisions, car c'est un autre sujet, mais ne serait-ce que dans le manque de respect, par exemple. Enfin, je pense que voilà, le sujet est plus large, mais ton propos est très clair. Il y a deux activités qui sont ciblées et le groupe a fait le choix de mettre l'accent qu'on a priorisé. Mais le sujet, après, je pense qu'un des axes aussi au niveau des collaborateurs et des managers, c'est vraiment que ce sujet de la non-discrimination soit finalement un sujet global. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la problématique spécifique dont on parle, mais qu'effectivement, il y ait un engagement global de la direction de l'entreprise au plus haut quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs. C'est le sujet de l'exemplarité et de l'engagement sur la volonté de s'engager sur la non-discrimination, quel que soit le sujet de la discrimination, que ce soit dans l'entreprise, entre collègues ou vis-à-vis d'un collaborateur, dans le cadre du recrutement, dans le cadre de l'évolution de carrière, et donc vis-à-vis de nos clients, quels qu'ils soient. Donc, c'est vraiment un sujet de prise de conscience globale, et donc c'est par petites touches un peu de viralité qu'il faut s'attaquer à ce sujet dans la durée, et avec, à mon avis, à nouveau un fort engagement d'exemplarité au plus haut niveau de l'entreprise dans le discours. Et quand je parlais de RSE, c'est dans ton périmètre. Oui. Désormais, l'enjeu RSE, il est forcément global. C'est-à-dire au moment de démontrer qu'on fait progresser, par exemple, le Foncia, on ne va pas le faire que sur le choix des locataires dans l'un des métiers. On va le faire aussi en termes managériaux, c'est ça, hein, c'est ce que tu nous expliques. Exactement. Ça s'engager sur la diversité de façon globale. Donc, ça peut être à travers, effectivement, évidemment, le sujet du recrutement. Si je prends ce sujet aussi spécifique, qui est un sujet sensible pour les entreprises et pour le secteur, on a mis en place aussi, on s'est fait nos propres dispositifs d'auto-testing aussi sur le recrutement. C'est c'est un exemple aussi de comment s'évaluer, s'auto-évaluer pour s'améliorer aussi lorsqu'on est face au sujet du recrutement pour la discrimination. Et puis sur les autres sujets de diversité, on va s'engager sur la maladie, sur le handicap, sur l'égalité homme-femme, sur tous les sujets de discrimination potentielle, parce qu'il faut en choisir certains, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'en fait, on voudrait pouvoir s'attaquer à tous les sujets. Donc, l'idée, c'est vraiment de prioriser sur les sujets sur lesquels on est en plus grande difficulté. Une question économique, parce qu'encore une fois, je ne veux pas qu'on soit angélique. Je n'ai pas l'impression qu'on l'est depuis une heure, mais je veux qu'on tienne le cap. Quand j'ai échangé avec des professionnels en amont de ce débat, j'ai entendu, je l'ai évoqué tout à l'heure, une réponse qui est le risque de perte de mandat. Et ça a été dit tout à l'heure de manière très claire aussi par Jean-Marc Torléon. On peut perdre un mandat qu'un propriétaire va apporter à quelqu'un d'autre de plus complaisant ou va conserver lui-même pour faire de l'autogestion. Sur le soutien que doit exercer une direction générale de cabinet ou de groupe, est-ce qu'il y a quelque chose à dire aussi là-dessus? C'est-à-dire est-ce qu'il faut décomplexer le collaborateur en lui disant si c'est là-dessus que tu perds le mandat ou que tu ne le prends pas, eh bien tu auras raison, tu ne seras pas sanctionné. Je suis très concret là-dessus, parce que on parle de la matière première des cabinets. Un cabinet qui a rien à gérer, ce n'est pas un cabinet de gestion. Donc c'est un vrai sujet. Pour Foncia, le discours est clair. Il n'y a pas cette tolérance zéro. Donc on ne peut pas légitimer effectivement. Alors on va accompagner le collaborateur et les managers à avoir le bon discours parce qu'on est face à des clients potentiels et donc on a une réputation d'entreprise donc on peut accompagner,
il faut pouvoir trouver les éléments, ce qui est le plus compliqué, les éléments de langage à donner auprès des équipes et comment effectivement pouvoir gérer cette relation client lorsqu'effectivement on fait face à un client qui nous demande de nous engager sur des pratiques discriminantes. Donc, mais en tout cas, si les directives sont claires, on ne doit pas composer avec ce sujet-là. Donc après, dans l'exécution, dans les faits, on voit bien que, au-delà de ce que je dis, on reste quand même, voilà, l'évaluation qui a été faite par SOS Racisme, il y a une marge de manœuvre, mais on reste dans l'humain. Donc effectivement, l'exécution après au quotidien, elle est compliquée à garantir, mais en tout cas, l'engagement et le discours est extrêmement clair. Merci beaucoup. Alors, on reviendra vers toi. Fabienne, merci de ta patience, mais voilà, bon, il y avait une logique à ce déroulement. Et je pense que ton intervention, elle vient aussi au bon moment. Bon, tu es sur le terrain tous les jours, peut-être pas tous les jours pour ces formes de formation, d'enseignement-là, mais en tout cas très souvent, tu as voulu, ça c'est un combat personnel, hein, il y en a d'autres ici, on parlait de François-Emmanuel, hein, très engagé sur ce sujet, tu as voulu être l'une de celles qui soit le plus engagée dans cette formation-là, avant même qu'elle ne soit obligatoire d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, ça fait partie des 42 heures, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est récent. Alors, ton regard voilà, très librement, hein, c'est ton style. Est-ce que la formation peut tout faire? Bon, voilà. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que ces formations sont assez suivies, que les professionnels y sont assez attentifs, qu'elles sont bonnes? Alors, tu vas me dire que les tiennes, tu fais tout pour qu'elles le soient, mais est-ce que sur le marché, on a sur un sujet aussi grave, on a une grande diversité? Tu connais aussi tes compétiteurs, hein, voilà, tes confrères ou tes consoeurs. Est-ce qu'on fait exactement les formations qu'il faut? Et alors, notamment, je disais tout à l'heure, je voulais te faire t'exprimer sur le démontage des ressorts psychologiques. J'avais entendu, ça évoquera des choses pour Daniel Dubrac, hein, lors d'une réunion de son syndicat, une remarquable intervention d'un professeur de sociologie d'une grande école qui démontait le mécanisme des peurs, hein, finalement, qui sont derrière la discrimination raciale ou autre. Voilà, donc ton regard de terrain là-dessus et les objections que tu entends, parce que pour qu'on les traite, il faut qu'on se dise la vérité ici. Tout à fait. Mais alors merci. Alors je suis ravie d'intervenir en dernier puisque ça vient illustrer ce qui a été dit. En premier lieu, je voudrais profondément remercier Jean-Marc parce que j'ai pas fait ça, Jean-Marc Torolion, j'ai pas fait ça toute seule. En 2019, il m'a donné la latitude d'insérer tout ça à mes formations. Donc 1000 fois merci. Hein. Sans Jean-Marc, on n'aurait jamais pris le sujet très tôt. Hein. Donc non seulement le sujet des formations de discrimination sur lesquelles, avant qu'elles soient obligatoires, on n'avait pas des foules, nous sommes d'accord, hein, sur lesquels on a eu du monde par la suite, mais je dois remercier très profondément le président Torolion d'avoir permis non seulement de mettre au catalogue ces formations, de les mettre dans le cadre de l'ESI chez les apprenants qui ne sont pas dans le cadre de la formation professionnelle, mais chez les étudiants également. D'entrée de jeu en 2019, on l'a mis chez les étudiants, le sujet discrimination. On a intégré avec son autorisation le sujet discrimination à absolument tout ce qui touchait à la gestion locative, hein, ce qui a permis de sensibiliser un monde fou au final. Alors, je voudrais rebondir aussi sur les publics. Effectivement, la formation obligatoire, ce sont les titulaires de cartes, mais j'ai énormément de collaborateurs d'agence, ce qui veut dire, alors ça c'est le verre à moitié plein, n'est-ce pas, monsieur Ebongué, ce qui veut dire que nous sommes, et je suis d'accord avec toi Jean-Marc aussi, hein, les deux ont demandé la parole. Si le chiffre, je trouve qu'on a plutôt des bonnes nouvelles. On n'a jamais franchi 5 étages en une enjambée. Ça, c'est jamais arrivé. Hein. Non, mais et on est là, on part de vachement loin. C'est quoi le terrain? Les professionnels, quand on a commencé à massivement les former, c'est la découverte de ce qu'est le cadre législatif. Quasiment la formation obligatoire, j'exagérerais à peine en disant qu'ils avaient l'impression que c'était une nouvelle loi. J'exagère à peine en disant ça sur le terrain. C'était une nouvelle loi. Donc, au final, la loi de 2008, etc., ce n'est pas grand-chose. La discrimination, pour la plupart des professionnels, eh bien, c'était les discriminations raciales. Aujourd'hui, on est à quoi? À la prise de conscience de ce que sont les situations de discrimination. C'est très important. Tu nous dis d'où on part. En fait, on part de loin. Hein, faut être de clair. Très loin. Ben, clairement, on part de très loin. On part de l'idée que les discriminations sont raciales et qu'on est otage de son bailleur. Globalement, c'est un peu ça. Je schématise à peine. On a absolument zéro conscience. Au départ, hein, il y a
on va dire 2-3 ans, on a absolument zéro conscience de ce que sont les autres situations de discrimination. Et je crois qu'il faut dissocier ça face au bailleur, hein, le professionnel face au bailleur. Il y a 2 sujets. Les discriminations raciales, effectivement, ce n'est pas du tout excusable, parce qu'un professionnel dont le bailleur dirait « je ne veux pas de locataire rosa pois vert hein », il sait clairement ce que lui demande le bailleur, et s'il le suit, s'il ne le suit pas, on sait clairement qu'on parle de discrimination. Sur les autres sujets, au gré des formations, c'est la découverte. À bon l'âge, c'est une discrimination, et je crois que le sujet phare, c'est femmes seules avec enfants, famille monoparentale, etc. Mon bailleur ne veut pas, mais pas que mon bailleur. Le collaborateur, dans le cadre de son choix, ce sont les fameux, ce que j'appelle les peut-être, c'est-à-dire les sujets de spéculation. La non-appréciation de la situation à l'entrée du locataire, mais l'appréciation de « ah oui, mais peut-être que pendant la vie du bail, elle sera plus fragile, et si d'aventure, il n'a pas sa pension alimentaire, et on ne sait jamais, et etc. Et s'il est seul, et s'il perd son emploi, alors je vais prendre un dossier avec des personnes qui sont… » Je disais, c'est-à-dire qu'on a assimilé à des risques majorés, on assimile à des risques majorés certains profils. Oui, complètement. Parce qu'on spécule sur la vie du bail et pas sur l'entrée du locataire. Complètement. Et moi, je crois que la première marche, véritablement la première marche, c'est aussi bête que ça, c'est la conscience de ce que sont les situations de discrimination. Parce qu'avoir expliqué la loi, ça va, ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'on fait ça, on l'a bien expliqué la loi, et puis on sait le trouver, il y a une découverte. Mais quand on commence à recenser les situations de discrimination, on se retrouve avec des tas de professionnels qui véritablement découvrent des situations cachées. Et c'est tout ça la difficulté, c'est de leur faire apprendre qu'effectivement, ce que vous disiez, Nathalie, hein, c'est que ces sujets alors, de présomption, ces sujets d'appréciation, tous ces sujets autres, c'est de les faire apprécier comme des sujets de discrimination. Ce que moi j'appelle les discriminations involontaires au final. Parce que non seulement parfois certains collaborateurs n'ont pas conscience qu'ils commettent une discrimination, et encore moins qu'à leur bailleur leur demande dans le cadre du choix. Je crois que c'est une grosse difficulté pour eux. Hein. Le ressort, ce sont les préjugés, c'est ça. Hein, le ressort, ce sont clairement les préjugés. Voilà, notamment sur l'évolution en effet de la vie de tel locataire au fil du contrat. On se dit, un jeune forcément, aujourd'hui il est calme, mais demain il va faire la fête, il va faire du bruit. Alors, voilà, c'est ça. Tu veux les classiques, un locataire âgé, je ne peux pas le mettre dehors. Un jeune, il est calme, il nettoie. Demain, il va faire du bruit, mais puis bon, ça ne sait pas faire le ménage. Une femme seule avec enfant, elle va perdre son emploi. Après, si elle a 3 enfants, mais elle va mal tenir le logement, elle ne va pas rester longtemps. Il ou elle, d'ailleurs. L'histoire de la taille des logements ramenée au nombre d'occupants, ça, c'est un vrai sujet, tout le temps. Alors, après, il y a tous les autres sujets, hein, forcément, la santé, le handicap, etc. Parfois, il y a des retours terrain, mais qui sont tout bêtes comme question dans la conscience des situations. Mais si on sait que ça ne va pas aller, pourquoi lui louer? C'est ça. Et pourquoi vous savez que ça ne va pas aller? Parce qu'elle a 70 ans et qu'elle veut louer le logement de 2 étages sans ascenseur. Mais ce n'est pas votre sujet. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, après je donne la parole à Herman d'abord et Jean-Marc, il y aura un ordre, est-ce que tu as l'impression, ça fait encore une fois, tu as une profondeur de plusieurs années maintenant, hein, avant même l'obligation, qu'il ait fait un meilleur accueil au fil du temps à ces formations? Est-ce que tu dérangeais au début? Est-ce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là? Et aujourd'hui, l'impression qu'on va acquérir les moyens de la conscience, les moyens de mieux se préserver contre ce risque judiciaire et de mieux se comporter. Est-ce que tu vois un progrès, voilà, sur les quelques années avec le public que tu connais bien, est-ce que tu vois un progrès? Alors clairement. Alors, effectivement, on n'avait pas grand monde qui s'inscrivait spontanément avant l'obligation. Hein. Depuis l'obligation, on est passé de public qui s'inscrivait, entre guillemets, parce que ça faisait partie des obligations de formation. Finalement, des retours extrêmement positifs sur j'ai appris plein de choses, quels sont les process, qu'est-ce que je peux faire, etc. Est-ce que tu entends quelquefois… Beaucoup de retours positifs. Puisque tu parles de collaborateurs, et après on va s'arrêter là pour cette intervention-là de ta part.
est-ce que tu entends des collaborateurs qui disent que ce sont des consignes, j'en reviens à ce que disait sur le management Nathalie, hein, de manière très très claire, hein, très absolue, que ce sont des consignes données par le management, c'est-à-dire c'est même pas le bailleur, c'est le manager. Là, je dépasse le cadre de ce dernier testing. Est-ce qu'il y a aussi des malentendus managériaux sur le sujet? Pas sur la discrimination, mais pas directement sur la discrimination, sur la peur de perdre des mandats, oui, bien sûr. D'accord, c'est ça. Mais jamais, alors franchement, jamais entendu ça, jamais de consigne directe sur la discrimination. Mais la perte, en effet, Absolument, mais la peur de perdre de le mandat, sanction, parce qu'on c'est le dégât collatéral. Hein, ouais. Bien sûr. Merci beaucoup. Je reviens vers Jean-Marc. Allez, Herman d'abord. Je ne sais pas lequel de nous a demandé la parole en premier. C'est moi. Allez, ça tombe bien. Oui, alors je voulais réagir sur plusieurs choses qui ont été dites et évidemment, il y en a beaucoup qui vont dans le sens que nous voulons. Après, il y a aussi parfois des choses peut-être qu'il faut un peu, m'exprimer parce que je crois soit il y a des incompréhensions, soit il y a des mauvaises interprétations, soit alors il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, Madame Dubrac a mis en évidence le problème de la sécurisation des loyers qui amène aussi, sans les justifier, si j'ai bien compris. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que lorsque nous faisons des opérations de testing, lorsque nous organisons des opérations de testing, en fait, nous présentons des gens, des profils aux mêmes critères, c'est-à-dire avec des garanties, les mêmes revenus, c'est les mêmes profils dont les seules différences peuvent être les patronymes, les noms. Et donc, le critère de garantie de loyer, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire, on vous présente quelqu'un qui a suffisamment de garanties, qui a des revenus, et même très souvent, lorsque nous faisons des testings, pour vous dire, nous allons même beaucoup plus loin que le plafond de ce qui peut être demandé. Et donc, dans ce sens, nous prenons toute une multitude de précautions pour que les choses soient très bien faites et parfois même au-dessus. Et c'est là où je voudrais absolument insister sur le fait que la question de la sécurisation du paiement des loyers, je peux l'entendre d'un point de vue professionnel, de l'autre côté, bien évidemment. Mais nous de ce côté, même moi, demain, si je suis locataire, croyez-moi, je vais évidemment je vais forcément chercher à avoir une sécurisation, je vais me conformer, parce que forcément, j'aurai besoin de la garantie des paiements, mais pas sur la base d'un critère racial. C'est bien là toute la différence. Lorsque nous faisons des opérations de testing, nous présentons des dossiers identiques et très souvent, les discriminations s'opèrent malgré ça. Et c'est là où il y a un véritable problème. Donc, la question… Voilà, la question, elle ne se trouve pas forcément ce problème. Et j'étais un peu confus quand Mme Dubrac a mis ça en évidence parce que je pense qu'il y a là encore il y a des incompréhensions et que les choses soient bien claires pour nous, que les critères de crédibilité d'un dossier soient mis en place, c'est normal. C'est aussi parce que j'ai provoqué une question. Hein. Je lui ai dit, est-ce que les garanties contre les impayés que peuvent souscrire les propriétaires bailleurs ou la garantie visale, hein, qui est un passeport dans les mains du locataire, est-ce que ça ne peut pas objectiver, hein, c'est le mot que j'ai utilisé, je le revendique, le choix, c'est-à-dire en fait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interrogation autre que le dossier sous l'angle économique. Hein, c'est-à-dire que c'est ça, quand on est sécurisé par une garantie, qu'on puisse dire au gestionnaire, ben, écoutez, maintenant, je m'en remets à vous pour le choix. Parce que Daniel disait, il peut être normal que le propriétaire bailleur veuille voir les dossiers, ce qui est souvent le cas. Et donc, je disais, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi faire en sorte qu'il soit complètement libéré et qu'il dise, moi, je n'ai pas de risque et donc je vous laisse la main. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, ça rejoint la deuxième intervention que je voulais faire. C'est-à-dire que l'autorité que vous pouvez avoir sur le bailleur ou le propriétaire, mais je ne parlerai même pas d'autorité. Je pense qu'il y a, on ne va pas se cacher, on va se dire un peu les choses, puisque on est assez d'accord que si on veut progresser, autant se dire les choses pour ne pas biaiser les choses et le dire. Oui, je comprends ce risque, mais je pense que le travail que les professionnels peuvent, à la place de l'autorité, le travail de pédagogie, de conviction, puisque vous en avez évoqué, je crois que c'est Jean-Marc qui en parlait aussi, le travail d'amener le bailleur
à comprendre, à être sûr, à être sécurisé par le propriétaire, par le professionnel sur les critères non discriminatoires, mais tout en faisant ce travail de pédagogie qui reste sur des éléments objectifs d'une location ou d'une vente, etc., etc. Parce que le dossier doit être clair. Soit il respecte les critères, auquel cas on le prend, soit il ne le respecte pas et il n'y a pas de débat, il n'y a pas matière. Et nous sommes très clairs là-dessus. Le vrai problème, je crois, et le travail qu'il y a à faire, parce que, et là, je remercie bien évidemment Mme Moreau qui en a beaucoup parlé sur la question des préjugés, et je pense que Mme Peluso en a aussi fait état, parce que le problème de lutter contre ces phénomènes ne s'inscrit pas, y compris dans les formations. Ce n'est pas uniquement une question du droit, parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est la question du droit qui règle tout. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de vous parler de la genèse des opérations de testing et du travail que nous faisons. Donc, bien sûr qu'il y a le droit, et c'est ce que j'ai dit, que qu'on le veuille ou pas, la loi, elle est là, il faut la respecter. Mais si nous voulons avancer, si nous voulons changer, faire progresser les choses, évidemment, ça doit toucher l'ensemble de la chaîne qui est concerné par ce problème. C'est les managers, c'est les directeurs, c'est la première ligne, etc., etc., parce que c'est tout un esprit. Et moi, comme je l'ai dit la dernière fois, ce travail, c'est un travail de longue haleine qui touche à la fois des mentalités, qui touche même à la culture de l'entreprise, qui n'est pas uniquement un travail qui est basé sur l'aspect législatif, sur les dispositifs législatifs et donc sur du droit. Et donc, ça doit nous amener à faire le travail que les professionnels que vous êtes vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis des propriétaires, d'amener ce travail-là. Et je me posais même la question pendant qu'on est en train de travailler, de comment est-ce qu'on arrive, parce que peut-être probablement les professionnels n'arrivent pas forcément à toucher, à convaincre. Je ne sais pas si c'est ça la réalité. On va passer la parole à Jean-Paul, il va nous éclairer là-dessus, parce qu'il connaît bien ce… Voilà, mais je pense qu'il faut créer, il faut peut-être trouver quelque chose qui crée aussi un peu… ce lien entre le triangle qu'on peut faire, les associations, parce que je sais que vous avez aussi la pression des propriétaires. Mais pour répondre à ces propriétaires, bien sûr, il y a toute l'assurance, tout le travail pédagogique, le rappel à la loi, mais pas que, mais le travail qui doit les amener aussi à changer de logiciel, à faire évoluer des logiciels. Et de ce point de vue, la question des préjugés qui a été évoquée, c'est au cœur même de ce travail. Je dirais même plus que le droit. C'est-à-dire que le changement… On sait que la peur du gendarme ne suffit pas. Hein. Il faut la conscience de exactement. Je pense qu'il y a toute une question de travail, de culture qu'il faut absolument faire. Et surtout, moi, je pense que, et j'en terminerai là, je laisserai d'autres parler, mais le temps étant très court, il faut que dans ce travail de formation, qui doit répondre justement à ces causes des discriminations, mais bien évidemment, et aux conséquences, etc., qu'on arrive d'abord, à toucher l'ensemble de la chaîne, première ligne, les managers, les dirigeants, etc., etc., mais surtout qu'on arrive à faire des évaluations, et là, ça revient à la dernière réunion qu'on a eue avec Jean-Marc et autres, sur la question des indicateurs du travail qui est fait et la mesure d'impact de tout ce travail-là. Et donc, là, c'est l'objectif que nous allons faire là, dans les prochains mois, de mettre en place. Parce que, quoi qu'on dise, un travail qui est fait, son résultat ne peut se mesurer qu'à l'aune de ses résultats. On peut toujours faire beaucoup de formations, beaucoup de contenu. C'est dans ce sens que quand nous avons… C'est l'enjeu de ce débat. Je crois qu'on est là pour démontrer pas ce qu'on fait, mais quelle efficacité. Quelle efficacité. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment en terminer là, quand on avait, nous, demandé les contenus parfois des formations, ce n'était pas pour jouer les censeurs ou les gendarmes sur les contenus, mais c'est parce que nous savons que les pratiques discriminatoires parfois varient beaucoup et peuvent changer, comme je disais au début, pour échapper à une qualification pénale, etc., et fluctuent beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce testing inversé, pour aller aussi voir les pratiques qui peuvent être faites. Et donc, dans ce sens, quand nous disons que nous voulons voir parfois des formations, c'est à la fois pour apporter une contribution,
parce qu'il y a des méthodes, peut-être il y a des choses que nous voyons régulièrement sur le terrain, régulièrement tous les jours, des nouvelles méthodes qui apparaissent, c'est de voir comment est-ce qu'on les fait. Et la dernière chose, donc, sur ces formations, l'évaluation d'impact, mais surtout qu'on arrive à mesurer la perception, la réception de ces formations, l'adhésion même de ces formations et la mise en application de ces formations. Bon, et Herman, une question piège, parce que j'ai déjà entendu ça aussi, je n'invente pas grand-chose, moi. Si vous contribuez à la formation au sein d'une enseigne, vous ne serez pas plus indulgent au moment de la tester? Non, justement, parce que, comme j'ai dit, les deux types de testing que nous voulons faire, notre testing a but pédagogique. C'est aussi lorsque les autotestings qui ont été mis en place par Foncia et d'autres qui ont fait dans cette logique, et Jean-Marc en a parlé, nous encourageons d'ailleurs à ce que les gens fassent des autotestings, mais que d'autre part aussi, et là j'ai vu que Jean-Marc nous a envoyé, mais puisqu'il a la lourde mission de mettre en place un travail que nous devons faire ensemble, de faire des campagnes de testing, après on verra les modalités, etc. C'est justement notre baromètre qui va nous permettre de voir des choses, si elles progressent ou pas, de corriger, d'amender les formations, etc. Mais il ne s'agit pas pour nous de dire que quand on fait des testings à but pédagogique, d'aller traîner les gens devant les tribunaux. Ce n'est même pas possible, d'autant plus que nous n'avons même pas des vraies victimes. C'est clair. Merci beaucoup. Je dis aussi, mais on verra en lisant ta notice, que tu es très engagé dans la lutte contre la discrimination dans le sport. Voilà. Oui, tout à fait, avec le Paris Saint-Germain. Le chantier, l'autre chantier dont tu t'occupes. Jean-Marc a demandé la parole. Il y a Daniel Dubrac juste ensuite. Alors bon, je vais très vite. Simplement, Herman souhaitait justement auditionner l'une de nos formations et ça tombe bien puisque Fabienne est là. Ben oui. Donc, je t'informe, ma chère Fabienne, que nous connecterons. Ah mais je suis ravie. Ah mais je suis vraiment ravie. Alors oui. Nous connecterons Herman, Herman, qui il désignera naturellement pour son association, à une des formations. Il faudra qu'on planifie ça. C'est une promesse que j'ai faite et nous la tiendrons. Ah ben La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons, à la question très opérationnelle que Henri a posée sur l'obligation d'une formation initiale pour tous les collaborateurs habilités, la réponse est qu'il faut faire ce décret de formation initiale et il faut inclure cette formation de lutte contre la discrimination dans ce décret de formation initiale, et ce d'autant plus que, aussi bien à la vente qu'à la transaction locative qu'à la gestion locative, l'essentiel des salariés que nous avons ou des agents commerciaux qui opèrent sont justement des habilités. Donc la question, j'y réponds moi très franchement et très nettement, et nous bataillons pour obtenir ce décret. Sur la discipline, Henri, tu as posé la question de savoir quelle pouvait être au fond la sanction qu'un syndicat professionnel pouvait avoir à l'égard d'un adhérent. Et je crois que Daniel a répondu, mais je voudrais répondre beaucoup plus nettement en ce qui concerne la fédération, puisque deux noms ont été cités dans l'étude de SOS Racisme, et donc les deux présidents en charge des chambres syndicales pour lesquelles les adhérents sont concernés, à savoir les Bouches-du-Rhône et la Loire-Atlantique, sont en charge de la mesure disciplinaire, et elle sera adaptée, mais chez nous on peut avoir notamment un blâme avec obligation de formation ou une radiation tout simplement. Donc c'est au niveau local que ça va se prendre, mais je suis ça avec beaucoup d'attention. Je rappelle qu'il y a 6200 cartes professionnelles d'administration de biens, il y en a à peu près 3200 à la FNIM, et donc c'est à la fois un travail important, mais c'est pas un travail insurmontable, et nous avons à faire face malgré tout à beaucoup de turnover de nos salariés dans nos agences. Donc faisons à l'instant T, il faut pouvoir l'assumer sur la durée. Et comme l'a souligné Herman, et je finirai par là, nous sommes en train de réussir à caler la première réunion. J'ai proposé un round de 3 réunions pour la mise en place j'allais dire, à la fois de ces indicateurs dont Herman parle, mais également
de transformer en vertu pédagogique les testings. C'est-à-dire que nous avons, et dans son propos liminaire, Herman l'a souligné, nous souhaiterions avoir le nom au moins des agences vertueuses, à défaut d'avoir le nom des agences. Daniel aussi, simplement. Voilà, parce que nous sommes capables à ce moment-là d'avoir un discours intéressant, et surtout parce que des gens, finalement, il y a eu des agences qui ont été testées qui ne le savent pas, et je pense qu'elles seraient les premières à le découvrir, et au fond, elles en parleraient beaucoup, et ce serait extrêmement puissant comme vecteur pédagogique. Je remarque une question du chat, je la trouve très judicieuse. On parle des administrateurs de biens, des mandataires, des intermédiaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire signer une charte de non-discrimination? C'est la question qui est posée par l'un de tes confrères peut-être, aux propriétaires bailleurs. Alors, le propriétaire bailleur, et Daniel l'a rappelé, lorsqu'il signe un mandat de la FNAIM, a un rappel très net de la loi. Et donc, il y a, j'allais dire, une… Est-ce que c'est suffisant? Parce que là, c'est un peu différent. Une charte de non-discrimination, ce serait autrement plus engageant qu'une stipulation dans un mandat. Moi, je pense que faire signer au bailleur une charte contre la discrimination nous mettrait dans une zone de confort claire et nette en toute hypothèse. Et donc, au fond, cela peut être une solution. Mais Henri, ça ne solutionnera pas. Les 42% des bailleurs qui disent vouloir gérer eux-mêmes parce qu'ils veulent s'affranchir d'un certain nombre de dispositifs réglementaires. Donc, la réponse est oui chez nous. Je pense que ça nous mettrait évidemment dans une zone de confort, mais j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, ceux qui nous signent maintenant des mandats sont de plus en plus des propriétaires qui, au fond, acceptent parfaitement le respect de la loi. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Donc, la conquête, moi, si le gouvernement considère que nous sommes un filtre républicain, je pense que le gouvernement peut aussi nous octroyer des avantages concurrentiels contre le marché du particulier pour renforcer l'intermédiation qui elle-même serait contrôlée de ce point de vue-là. Et là, on a un travail à faire. Je te relance encore aussi sur une autre question. J'ai poussé un peu Daniel dans ses retranchements là-dessus. Elle disait, on sait que c'est vrai, que des propriétaires bailleurs, je ne sais pas quelle est la proportion, demandent d'avoir les dossiers. Bon. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un idéal du mandataire qui est un délégataire total, qui peut dire, et c'est pour ça que j'en revenais à la sécurisation des revenus, y compris par des assurances, mais en tout cas un délégataire à qui on dit, vous me versez le loyer, vous êtes là pour ça, faire en sorte que le bien me soit restitué en bon état, le reste n'est pas mon affaire. Est-ce qu'un mandataire ne peut pas tenir ce discours en bailleur en disant, les dossiers, vous n'avez pas à les voir? Alors, moi, je suis catégorique là-dessus. En province, la plupart des administrateurs de biens ne présentent pas les dossiers à leurs clients. Moi, je n'ai jamais présenté, je gérais 11 000 locations, je n'ai jamais présenté les dossiers à nos clients. On a assumé tout le temps le fait de louer. Moi-même, en tant que client aujourd'hui bailleur, où je confie à une agence mes biens, je ne vois pas les dossiers, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, on le sait bien, le fait que le bien soit loué d'une part et que les loyers soient assumés et que l'entretien du logement soit normalement fait. Et donc, c'est tout un enjeu pour les professionnels que d'avoir la mission complète. Si on commence à sous-traiter, et ce qui nous a perverti, c'est la garantie des loyers aussi. Parce que ce qui nous a perverti, c'est la garantie des loyers, en ce sens qu'on a eu l'habitude de sous-traiter qui a la garantie des loyers, qui au propriétaire, les choses. Le bailleur doit assumer intégralement le choix du locataire et l'assumer pleinement. Le mandataire, on a dit le bailleur, le mandataire. Le mandataire, pardon, pleinement. Ouais. Et je trouve que c'est d'autant plus… c'est quand même… vis-à-vis du candidat locataire, lui expliquer que son dossier est soumis au propriétaire avant la réponse, c'est quand même une partie du service qui est très mal rendue au regard des honoraires qu'il nous verse. Et donc, là, on ne parle pas de loi, même si la loi peut tout écrire, mais dans les pratiques professionnelles, et tu en attestes, on peut très bien avoir l'autorité de dire au propriétaire bailleur, ça c'est moi.
Ah oui, oui. Et, alors, moi, je le dis parce qu'au fond, on est aussi garant de la solvabilité du locataire vis-à-vis de la garantie de loyer éventuellement. En tout cas, c'était mon Yes. système. C'était mon système. Voilà. Et donc, on assume. Et ce locataire qui nous verse des honoraires, il attend au fond de son agence en face le traitement objectif et non pas la sous-traitance du dossier. Et donc, ce traitement objectif, il rend d'autant plus, je trouve, vertueux le fait que des honoraires nous soient versés au moment de la location. D'ailleurs, Je permettez-moi. trouve que vraiment, là-dessus, je suis Herman, catégorique. je voudrais que Permettez-moi. Daniel puisse s'exprimer aussi. Oui, Parole. allez-y. Ouais. Daniel. D'accord, oui, excusez-moi, c'est à moi. Je voulais dire 4 choses importantes, me semble-t-il. Bien sûr, il faut accepter d'être contrôlé, puisqu'on revendique le statut de tiers de confiance. Ça a été dit, il y a quand même 60% des locations qui ne passent pas par les professionnels, et donc il faut absolument que ces gens-là soient bien renseignés. C'est pour ça que les ADIL sont là, pour renseigner tant les propriétaires que les locataires sur leur droit à l'accès au logement. Moi, je confirme ce qu'a dit Foncia. En fait, ce qui est important dans une entreprise, c'est d'expliquer la discrimination. Expliquer ce que c'est, la question des stéréotypes, la question des clichés. Et si on explique ce que c'est que la discrimination entre les individus, entre les collaborateurs, entre les fournisseurs et les collaborateurs, entre les salariés, entre le recrutement et bien sûr le logement, objet du débat, je pense qu'on a déjà fait la moitié du problème. Former, oui, c'est une chose, former, mais ce n'est pas suffisant. Et il me semble que tout à l'heure, j'ai abordé la question d'un avantage fiscal qu'on pourrait donner à un propriétaire privé dans le cadre peut-être d'un amortissement si ce quinquennat veut bien s'emparer de différentes suggestions des professionnels de l'immobilier. On pourrait à ce moment-là peut-être discuter avec la défenseur des droits pour ancrer la discrimination comme facteur de remise en cause d'un avantage fiscal. Ça pourrait être aussi une façon de travailler le sujet, me semble-t-il. Après, sur le fait que le propriétaire veuille voir ou pas ses locataires, certains le demandent. Je pense que quand vous avez un choix et que vous avez étudié des dossiers reçus, et tout à l'heure, je disais qu'on mettait en avant le critère financier, justement pour expliquer qu'on essayait de ne pas discriminer. C'est pour ça que je parlais de l'aspect financier tout à l'heure. Mais quand il y a différents dossiers qui sont reçus et qu'il y a un choix possible, et si le propriétaire le demande, bien évidemment, il faudra avoir le concours du propriétaire. Mais dans ce cas-là, les dossiers ne seront pas discriminés, puisque ce sont des dossiers qui seront en libre compétition, puisque les conditions de la location et les garanties de la location seront déjà étudiées préalablement. Merci beaucoup. Alors, Herman, Fabienne Pélissou demande la parole. Soit je la donne avant, Herman. Peut-être donner aussi à M. Herman la possibilité de regarder des formations de 1+, puisque nous avons aussi des formations uniques, exclusivement liées à la discrimination, pour voir si on peut faire mieux. On a aussi des formateurs et des formatrices de qualité, mais si vous voulez comparer ou peut-être améliorer ou avoir un catalogue, nous sommes bien sûr à votre disposition. Et nous avons effectivement sur les 823 personnes qui sont formées depuis 9 mois, on a regardé un petit peu le sujet, nous avons énormément de gestionnaires qui ne sont pas que des dirigeants qui sont obligés d'avoir la formation. Parfait. Fabienne, alors, puisque Herman l'accepte, et puis il aura le mot de la fin parce que le temps a passé. Parfait. Oui, non, alors, je rebondis un petit peu sur tout ce qui s'est dit. Effectivement, c'était intéressant de parler de la clause dans les mandats, de la charte et de la clause dans les mandats. Une des choses aujourd'hui dans l'appropriation, c'est que certains professionnels découvrent ces clauses. Et aujourd'hui, ils savent s'en servir à la rentrée des mandats pour discuter avec leurs bailleurs. Et quand je dis que c'est vraiment une affaire d'étage, c'est une affaire d'étage ou c'est une affaire de ruissellement. On est à la loi, la prise de conscience, la suite, ce sont les collaborateurs. Après, apprendre à gérer les situations et de la latitude vis-à-vis des bailleurs. Mais c'est une fusée à 4-5 étages, même si on aborde tout. Mais la clause de discrimination, c'est fondamental. Beaucoup de personnes l'ont découvert dans leur mandat. Ils savent s'en servir et ça les rassure. Et ça les rassure. C'est un levier. C'est un levier. C'est clairement un levier pour eux. J'intercale une question pour Nathalie. Nathalie, tout à l'heure, tu as cité Philippe Salle. On sait ou on ne sait pas qu'il est le président du groupe. Est-ce que avec l'expérience que tu as, tu considères que ce sujet
doit évidemment être du ressort d'abord du plus haut dirigeant de l'entreprise qui doit vraiment inspirer l'ensemble des collaborateurs, même dans les très grandes entreprises, on le voit, je veux dire, en nombre de collaborateurs. Est-ce que c'est suffisamment le cas? Est-ce que tu penses qu'il y a quelques sujets sur lesquels on ne délègue pas, il faut qu'il y ait un engagement moral, hein, pas que juridique, hein, je reprends ce que disait Herman, mais moral, psychologique du dirigeant de plus haut rang? Ces sujets-là, pour faire bouger les lignes, je pense que c'est indispensable, effectivement. Et c'est le cas de Philippe Sans. Enfin, on l'avait évoqué en 2019, et il est porteur de ces valeurs-là avant de rejoindre le groupe. Et qu'il a été dans des groupes, je pense, avec des activités diverses et variées qui l'ont aussi déjà confronté professionnellement à ce type de problématiques. Et donc évidemment que l'engagement du dirigeant, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, ce n'est pas une question de taille, il faut qu'elle soit claire dans le discours. Voilà. Et quand on parlait tout à l'heure des arbitrages potentiels, parce que les collaborateurs qui sont en face du client, quelquefois, sont mis en difficulté par rapport à cet arbitrage de perdre le client versus faire respecter la loi. Oui. S'ils savent que la ligne hiérarchique est totalement alignée sur ce sujet, du haut en bas, ben forcément, ce sera plus facile pour eux, à un moment donné, de se positionner face au client dans un refus qui est clair, sûr, mais qui doit être accompagné, évidemment. Voilà. Bien sûr. Donc oui, c'est très important. Et c'est pour ça que j'en reviens, parce que je suis totalement convaincue de ça. Et Philippe Salle l'est particulièrement en tant que dirigeant d'entreprise, c'est que le sujet de la diversité, de l'inclusion et donc de la non-discrimination, c'est un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui. Et c'est un enjeu majeur dans la société en général, et ça doit être un enjeu pour le secteur de l'immobilier dans sa globalité. Nathalie, une question d'image. Je l'ai posée, elle s'est posée à Jean-Marc ou à Daniel, mais tu as la responsabilité d'une enseigne, hein, donc de manière très opérationnelle, de l'image de cette enseigne. C'est plus compliqué quand on est dans un syndicat avec plusieurs milliers d'adhérents, situations très diverses. Est-ce que tu penses que l'enjeu d'image, il est vraiment colossal? C'est ce que je pense, mais je voudrais avoir ton regard, c'est-à-dire que une enseigne qui serait vraiment montrée du doigt sur le sujet dans l'immobilier, elle pourrait commercialement être dégradée et finalement, c'est aussi ça la RSE, hein, sa valeur en être diminuée. Bien sûr, oui, il y a un enjeu d'image et donc de valorisation pour les entreprises aujourd'hui autour de ces sujets. Au-delà des convictions des hommes et des femmes qui constituent les comités de direction des entreprises. Voilà. Mais au-delà, effectivement, aujourd'hui, ça contribue à l'image et donc à la valeur de l'entreprise. Donc, que ce soit par vertu ou par calcul, hein, pour citer Kant, il faut que ça s'impose. Herman, je te donne le mot de la fin, ce qui ne veut pas dire que tu dois être trop long, parce que je vais essayer d'être court. 1h03 qu'avec passion, on parle de ce thème, et je crois qu'on ne l'aura pas fait en vain, mais je te laisse dire les derniers mots avant de conclure. J'essaie d'être vraiment, vraiment court pour dire que, en fait, il y a quelque chose, nous, on ne connaît pas l'intérieur du métier, des fonctionnements, des difficultés. Certainement que vous en avez. Probablement aussi qu'il peut y avoir des confusions entre la mise en application de certains critères pour arriver à un point tel que la garantie des loyers, etc. Je l'ai entendu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment besoin d'échanger comme on est en train de le faire. Et en ça, je te remercie énormément vraiment d'avoir organisé cet échange, parce que c'est aussi parce que nous allons beaucoup échanger, nous allons construire ensemble ce que moi j'ai appelé une coproduction pour arriver justement à avancer, voire peut-être un jour à régler définitivement ce problème. Parce que je ne suis pas insensible à 2-3 points qui ont été soulevés et qui méritent même, pourquoi pas, d'être creusés. La question même des délégataires de pouvoir qui doivent amener peut-être les adhérents, les bailleurs à comprendre que la responsabilité revient aux professionnels, parce que ça s'appelle professionnel, ils connaissent le métier et ils doivent leur apporter toutes les garanties nécessaires. Je pense que c'est aussi quelque chose qui peut peut-être pas se faire chacun dans son coin, mais qui doit être quelque chose que nous devons tous adopter, ce qui m'amène justement à un point central que je disais tout à l'heure, puisqu'on a parlé de la question du droit
qui, à mon sens, encore représente une infime partie de la solution du C'est clair. problème. Et ce que Foncia et Mme Moreau ont mis en évidence, ce que Mme Pélusso a aussi beaucoup rappelé, la question de la déconstruction des préjugés, des stéréotypes, etc. Et qui m'amène à la question qui a été posée, que tu as posée en dernier lieu, qui est la question de la culture. Je l'ai dit en 2-3 mots tout à l'heure, c'est une question de culture d'entreprise, c'est-à-dire, et ça répond à la question, mais c'est pour nous, d'abord, j'ai dit, c'est un travail de longue haleine et qui doit partir du board de l'entreprise, quelle que soit la taille, parce que c'est un esprit, c'est une culture et qui doit se traduire jusqu'à la première ligne. Parce que c'est une bataille culturelle, c'est une vraie bataille culturelle dans le métier. Comment est-ce que les gens abordent le métier, les nouveaux ou les anciens? Bon, bien sûr que là, il faut radicalement inverser un peu les choses avec des campagnes. Alors là, on va aborder peut-être quelque chose qu'on pourra faire beaucoup plus tard. À côté des formations, il faut aussi soutenir cette culture qui part par le board, qui part par les directeurs généraux, les managers, tout le monde, avec des campagnes, des images, parce que parfois des images sont plus fortes que la volonté des individus. Et en ce sens, des campagnes de sensibilisation, de communication, pas des images, pas des supports, etc., qu'on inonde pour gagner la bataille culturelle. Et cette bataille culturelle, il faut aussi y faire participer les propriétaires, les adhérents, parce qu'on ne peut pas nous faire un travail d'un côté et exclure totalement les propriétaires, les bailleurs, de travail que nous faisons parce qu'il y a des risques d'incompréhension et du moins qu'il y ait un risque de décalage entre la volonté que vous manifestez, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je comprends, et aussi on peut comprendre, parce que nous, aujourd'hui, nous avons créé ce cadre de discussion, d'échange, et que ça ne se fait pas uniquement lorsqu'il y a des tensions, c'est-à-dire lorsqu'il y a des testings qui sont faits, parce que là, on ne se comprend plus, on se parle déjà en fait. Voilà, on n'est plus dans les meilleures conditions pour le faire. Une question arrive qui est intéressante. Le président Macron, on peut l'appeler de nouveau ainsi, pour les 5 ans qui viennent, a fait une proposition, c'est dans son programme, et l'idée avait fait son chemin aussi il y a quelques 2 ou 3 ans, c'est celle d'un fichier positif des incidents de paiement locatif. Et donc la question qui est posée, ça pourra éclairer le président Macron, le futur ministre, est-ce qu'un tel fichier, en objectivant le risque, peut être une façon d'apaiser les discriminations? C'est en clair, on se dirait, bon, bah, si un tel n'est pas dans le fichier, c'est que c'est un bon payeur, quel que soit son profil, sa couleur de peau ou sa religion. En général, je suis un peu contre ces types de fichiers, de fichage. On peut peut-être réfléchir à quelque chose d'autre parce que, en fait, faire des fichages des bons, des mauvais élèves, je ne sais pas sur quels critères, comment on va faire la nomenclature, j'en sais rien, mais je pense que c'est avant d'arriver à des outils un peu spécifiques, d'abord, ce qu'on a tous dit, on est tous d'accord, et je pense que c'est le point central, c'est la culture d'entreprise. C'est quelque chose qu'il faut un peu révolutionner. Après, oui, réfléchir à des choses qui contribuent à la garantie des paiements, sauf excepté la question raciale, excepté la question discriminatoire, moi, il n'y a aucun problème qu'on arrive à avoir des fonds de garantie pour des jeunes, parce que la question a été posée aussi, des jeunes, voilà, qu'il y ait des fonds de garantie. Et d'ailleurs, je pense que ça peut que contribuer à rassurer les uns et les autres. La seule chose que j'ai dit tout à l'heure, sur laquelle je me suis appuyé, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple du testing, c'est que lorsqu'on remplit tous les critères, et d'ailleurs pour nous, lorsqu'on ne remplit pas les critères, le problème, la question, elle ne se pose même pas. Pour nous, il ne s'agit même pas de discrimination. Et parfois, je veux même vous dire, parfois on a reçu des dossiers parce que les gens vont masquer le fait que le dossier ne remplit pas les conditions, viennent nous dire c'est une discrimination, croyez-moi, objectivement, nous le rejetons. Et donc, la question que nous faisons, c'est pour ça que je parlais de rigueur dans le travail, parce que c'est une question extrêmement sensible qui touche à vos métiers, qui touche à vos images, collectivement, individuellement, et nous ne pouvons pas nous amuser à faire du n'importe quoi. Particulièrement, mais comme je remercie les 2 présidents des 2 fédérations, Daniel Dubrac pour l'UNIS, Jean-Marc Torlion pour la FNAIM,
qui avait sur fond, alors toi c'est Lynn Renaud, Jean-Marc c'était les Alpes, chacun ses choix, mais c'est une grande dame qui était derrière toi. Très grande dame, c'est un Fabienne soutien des Pélissou. SOS. Absolument, et elle est en effet marraine. Et Fabienne Pélissou, que tu vas être amené à auditer, si je puis dire, mais tu as eu la même proposition de Daniel Dubrac pour les formateurs de 1+, hein, les grand écoles plaisir. de l'UNIS. Donc c'est très bien, bon entendeur, salut. Et je remercie bien sûr aussi Nathalie Moreau pour son action et la manière qu'elle a d'en parler avec beaucoup de conviction. Merci à tous les 5. Il appartient à mon camarade François-Emmanuel, co-organisateur, de nous dire les mots de la fin. Et je vous donne rendez-vous dans un mois, la date vous sera précisée très bientôt. Merci à tous pour votre participation. Encore une fois, la boucle est un peu bouclée et j'allais en venir un peu à la conclusion de M. Ebongué. En fait, on est facteur de civilisation, on est facteur de cohésion sociale et c'est éminemment honorable pour nos métiers de l'immobilier et je pense qu'on devrait être très fiers et au contraire renverser un peu la tendance et considérer qu'il s'agit d'une action positive que nous devons mener pour la société. C'est un premier point et après, j'en appelle nécessairement au pouvoir public parce qu'en fait, on a besoin de leur soutien. La plateforme antidiscrimination n'a reçu aucune, pour ainsi dire, publicité. Je pense que c'est assez désœuvrant quand on met une responsabilité sur les professionnels. Je pense que tout un chacun, y compris les particuliers, doivent être informés de leurs obligations et je pense que les pouvoirs publics ont vraiment leurs mesures à prendre en termes de publicité, de communication et même, j'irais jusqu'à la commission de contrôle dont tous les syndicats ont appelé de leur vœu la création, puisqu'il s'agit d'un levier, quoi qu'il en soit, pour les acteurs non syndiqués ou ceux syndiqués ou ceux au contraire syndiqués. Bref, c'est un vaste sujet, il n'est pas nouveau. Je pense que c'est chacun a sa pierre à l'édifice à mener et chacun a sa propre responsabilité, mais elle est de toute façon très collective. Et je vous remercie encore. Merci. Merci à vous tous. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir.